Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en cette séance plénière et de clôture pour ces journées de l'économie. Nous allons vous inviter à un voyage extraordinaire dans un triangle magique, celui qui comporte 3 côtés, l'État, le marché et aussi la société civile. Quel est ce triangle qui pourrait nous permettre de connaître une croissance avec son lot d'innovation tout en respectant l'écologie, l'environnement et notre épanouissement? Eh bien, ça, c'est la réponse à cette question avec nos invités aujourd'hui. Je vais commencer de gauche à droite pour moi et de droite à gauche pour vous, par Philippe Aghion, professeur au Collège de France et à l'INSEAD. C'est lui qui a eu l'idée de cette table ronde, hein, parce que c'est un peu sa faute exactement. Il est déjà pardonné, mais bon, en tant que auteur du pouvoir de la destruction créatrice, il a quelques idées sur la question. Nous aurons en direct de Harvard la professeure d'économie Stéphanie Stancheva. Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, bonjour. Bonjour Stéphanie Stancheva. C'est un peu sa faute exactement. Des applaudissements bien mérités. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, nous parlera de sa vision de l'économie et de la monnaie et qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir une bonne économie et une bonne monnaie. Yann Algan, qui est doyen et professeur d'économie à HEC, bien mérité. Rappellera sa vision de la confiance et de la défiance. Et puis Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova, donc un laboratoire d'idées, plutôt classé au centre-gauche, si je ne me trompe pas, nous rappellera les nécessaires consensus pour les grands changements climatiques qui nous attendent. Sans plus tarder, je donne la parole à Philippe Aghion. Et vous pourrez poser toutes vos questions dès maintenant au 07 82 82 31 42. On essaiera d'y répondre à la mesure de nos capacités. Philippe, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc pour 7 minutes. 7 minutes. J'ai beaucoup travaillé sur un modèle de croissance basé sur la destruction créatrice. L'idée de ce modèle de croissance qu'on dit schumpeterien, c'est de dire que la croissance de long terme provient de l'innovation. L'innovation est le résultat d'activités d'entrepreneurs motivés par des rentes d'innovation, mais il y a la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations détruisent les anciennes technologies, détruisent les innovations précédentes. Donc en fait, au cœur du processus de croissance, il y a une contradiction. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais de l'autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes être sujets à la destruction créatrice. Et en fait, Schumpeter lui-même était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme, parce qu'il voyait que les premiers innovateurs deviendraient des gros conglomérats qui useraient de leur pouvoir et de leur rente pour empêcher de nouvelles innovations, et ça stopperait le processus. Et en fait, moi, je suis plutôt un optimisme de combat, un optimisme Gramsci, voilà. Je crois qu'il y a des forces qui permettent de conjurer la prédiction de Schumpeter. Alors, la première force, c'est l'État. Pourquoi? Parce que l'État est là pour réguler le capitalisme. Cette contradiction entre les rentes d'innovation et le fait qui sont nécessaires à l'innovation, mais le fait qu'elles peuvent être utilisées pour empêcher de nouvelles innovations, eh bien l'État peut aider elle peut réguler le capitalisme et il peut promouvoir la concurrence en particulier et forcer de nouvelles entreprises à toujours venir. Le problème, c'est que l'État, et en particulier le pouvoir exécutif, peut être capturé par les entreprises en place. Les entreprises en place peuvent utiliser leur rente pour acheter, pour faire du lobbying. Et le lobbying, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie d'empêcher l'entrée de nouvelles entreprises et j'utilise de mon influence, de l'argent que j'ai, pour empêcher.
Alors on vous dira, oui, mais alors, pour limiter ce lobbying et pour faire en sorte que quand même eh bien, les nouveaux innovants puissent arriver, eh bien, il y a les constitutions. Il y a le rôle de constitution qui limite un peu le pouvoir de l'exécutif. Et puis il y a ce que Montesquieu appelait la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, mais il y a le pouvoir judiciaire qui contrôle le pouvoir exécutif. Donc on se dit, finalement, l'État, surtout si c'est basé sur une constitution avec la séparation des pouvoirs, ça va faire le truc, quoi. Ça va conjurer le pessimisme de Schumpeter. Mais le problème, c'est que les constitutions sont des contrats incomplets. C'est des contrats où on ne peut pas dire ce qui se passe, on ne peut pas prévoir tout ce qui peut se passer dans le futur. Et donc les constitutions ne peuvent pas dire là on fait ci, là on fait ça. Donc ça laisse beaucoup d'incertitudes. Et puis les juges sont biaisés. Il y a un livre passionnant de Kahneman et co-auteur qui s'appelle Noise, bruit, qui montre que le juge, selon que le match de foot a été gagné la veille ou pas, le jugement est beaucoup plus sympa ou moins sympa. Selon que le jugement a lieu juste après déjeuner ou en fin de journée, c'est pas du tout le même jugement. Donc les juges, c'est quelque chose de très imparfait, quoi. Donc est-ce qu'on peut se reposer sur les juges entièrement pour contrôler le pouvoir de l'exécutif et empêcher que l'exécutif soit acheté par les entreprises en place? Alors c'est là que vient la société civile. La société civile, c'est les citoyens, c'est les médias, c'est les électeurs, c'est les syndicats. Et eux, ils vont essayer de dire, voilà, s'il y a de la corruption, je suis là pour dénoncer la corruption. Et c'est là que le rôle de la société civile est important. Je me dis que si j'arrive à 7 minutes. Les droits civiques aux États-Unis, il y a la guerre de sécession aux États-Unis. La guerre est gagnée par le Nord. Et grâce à ça, l'esclavage est aboli dans les États du Sud des États-Unis. Et on introduit dans la Constitution américaine le 15e amendement qui permet le vote des Noirs américains. Seulement les États du Sud des États-Unis trouvent des subterfuges comme des tests d'alphabétisation pour empêcher le vote des Noirs. Et il faut la bataille des droits civiques, et un siècle plus tard seulement, pour qu'il y ait le Voting Act de la Cour suprême qui interdise les tests d'alphabétisation et qui rende possible, qui donne un contenu à quelque chose qui était légal. Donc là, voilà un exemple où la société civile a imposé quelque chose qui légalement était possible un siècle avant, mais qui n'a pu être fait que grâce. Et donc on voit bien le triangle. Les entreprises pour innover, l'État, parce que si l'État n'est pas là, eh bien les innovateurs d'hier vont empêcher de nouvelles innovations et peuvent aussi innover dans des mauvaises directions, dans du polluant, etc. Donc l'État comme régulateur et comme investisseur, etc. Mais il se peut que l'État ne fasse pas ce qu'on veut, qu'il puisse être acheté par les entreprises en place. Et c'est là que la société civile est très importante. Je crois que j'ai quasiment arrivé aux 7 minutes, non? Il me reste combien? 2? Il me reste 2. Donc en fait, si tu veux, donc voilà. Alors l'environnement est un autre exemple, c'est 1 minute. Les entreprises innovent, mais rien ne garantit qu'elles vont innover dans des technologies vertes. En fait, on peut montrer que les entreprises qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé continuent d'innover dans des technologies polluantes, d'où le rôle de l'État avec la taxe carbone ou avec les investissements verts, avec les subventions à l'innovation verte. Mais la société civile, les consommateurs jouent un rôle très important pour rediriger le changement technique des entreprises vers les technologies vertes. Vous voyez, à nouveau un exemple au triangle important. Et moi, je m'arrête maintenant. Il y a quand même une énigme, c'est la Chine. En Chine, il y a les entreprises, il y a l'État. Où est la société civile? Donc on peut se dire, comme ils n'ont pas le triangle, ils ne vont pas y arriver. Et beaucoup de gens prédisent qu'ils vont être pris dans ce qu'on appelle la middle income trap, c'est-à-dire la trappe de revenus médians. C'est-à-dire que la Chine ne pourra pas aller au-delà d'un certain stade parce qu'elle n'a pas le triangle. Mais est-ce qu'elle a d'autres institutions qui peuvent remplacer la société civile et qui permettront à la Chine, malgré le fait qu'elle n'ait pas le modèle du triangle comme nous, puisse quand même être un pays pleinement innovant? Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. 7 minutes. On m'avait dit, fais attention avec Philippe Aghion, il est difficile à arrêter. Mais pas du tout, il s'arrête bien avant. Mais il aura l'occasion de reprendre la parole, je vous rassure. Alors maintenant, si la technologie nous le permet, ce que je souhaite, on va retrouver en direct de Harvard Stéphanie Stancheva. C'est à vous, c'est un sujet que vous connaissez bien également et on va vous écouter sur votre perception et votre recommandation, tout simplement. Merci. J'espère que vous voyez tous mes slides. Oui. Donc dans le triangle société, civile, État et marché, je vais parler de l'angle des perceptions des gens, de la société civile, la polarisation et comment ça influe les politiques de redistribution qui sont très importantes.
Donc, une des énigmes qu'on a en ce moment, c'est pourquoi tant d'électeurs dans beaucoup de pays semblent voter un peu contre les politiques de redistribution qui, en fait, leur seraient bénéfiques économiquement ou financièrement. Donc, par exemple, des impôts sur le revenu qui sont plus progressifs ou sur les successions. Et pourquoi, de façon historique, on a en fait toléré des politiques qui ont contribué à une augmentation si forte des inégalités au cours des dernières décennies. Et si on regarde la théorie standard, qui est celle de l'électeur médian, ça prédit en fait que si on a une augmentation de l'inégalité, ça devrait contribuer à une augmentation de la demande de redistribution. Donc on devrait en fait devoir demander plus de politiques progressives. Et ce n'est pas généralement le cas. Et une des explications que j'essaye d'étudier dans beaucoup de mes projets, c'est qu'il existe en fait des perceptions qui ne sont pas toujours en ligne avec la réalité, qui peuvent vraiment profondément influencer les opinions sur la redistribution. Et je vais juste vous donner 3 exemples. L'un, c'est les croyances qu'on a sur la mobilité sociale et l'égalité des chances. L'autre, c'est sur la diversité et l'immigration. Et enfin, sur la position sociale qu'on pense occuper parmi d'autres. Donc, d'abord, quel est le lien entre les perceptions de mobilité et le soutien à la redistribution? En fait, plus on croit dans la mobilité sociale et moins on pense avoir besoin de redistribution. Donc, plus on croit dans l'égalité des chances et plus on est prêt à tolérer les inégalités de revenus ou de fortune, parce qu'on pense que le chemin vers ces inégalités était en fait plus juste. Et ça se voit très fortement dans les études qu'on fait, que les répondants qui sont plus pessimistes sur la mobilité souhaitent plus de redistribution, plus d'assurance sociale, plus d'impôts progressifs, et surtout des politiques de type égalité des chances, comme par exemple des dépenses sur l'éducation ou la santé. Mais on voit une très forte polarisation, où cet effet est là seulement pour les répondants de gauche, dans tous les pays qu'on étudie, où les étudiants, les répondants de droite ont une tendance à considérer le gouvernement plutôt comme faisant partie du problème que de la solution. Et donc, même si cette idée d'égalité des chances est une idée bipartisane, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire que c'est très important de l'avoir, les solutions perçues, est-ce que c'est le marché qui devrait être la solution ou est-ce que c'est l'État qui devrait être la solution, est radicalement différente en fonction de si on est de gauche ou de droite. Et on peut le voir un peu aussi dans les perceptions des gens ici. Donc, une chose qu'on fait, c'est qu'on élicite la mobilité que les gens perçoivent dans leur pays à l'aide de cette question avec les 2 échelles ici. Donc, à gauche, les gens voient les revenus des parents, donc classifiés dans 5 groupes qui sont représentés par les échelles ici. Et à droite, ils voient les revenus des enfants quand ces enfants grandissent. Et donc, on leur demande, si on prend 100 enfants des familles les plus pauvres, quelles sont leurs chances d'aller dans les différents niveaux de revenus quand ils sont adultes. Et je vais vous montrer juste 2 résultats sur ces perceptions. L'un, c'est quelle est la probabilité que les gens perçoivent de rester en bas de l'échelle. Donc, si on est pauvre, on reste pauvre. Sur l'axe horizontal, ici, vous pouvez voir la probabilité réelle. Donc, combien d'enfants parmi 100 vont en fait rester bloqués en bas de la distribution dans les 5 pays de l'enquête. Et sur l'axe vertical, vous pouvez voir la perception moyenne dans ces pays. Donc, vous voyez que les pays européens, en fait, la France, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni, sont trop pessimistes par rapport à la réalité. Donc, ils perçoivent trop de chances de rester en pauvreté par rapport à la réalité. Par contre, si on regarde cette idée du rêve américain, c'est-à-dire d'aller d'en bas de la distribution vers le haut, on voit quelque chose de très différent. Donc, pareil, sur l'axe horizontal, on voit la réalité. Sur l'axe vertical, on voit la perception moyenne. Et ici, on voit que les pays européens sont à nouveau un peu trop pessimistes, mais il y a surtout ce suroptimisme aux États-Unis, où les gens vraiment pensent que le rêve américain, cette idée d'aller de tout en bas vers tout en haut, est là, alors qu'en fait, la réalité n'est plus du tout en ligne avec ça. La deuxième question que je voulais aborder, c'est cette question de l'immigration, la diversité et quel est son lien avec la redistribution. Une chose qu'on voit de façon cohérente dans nos études et dans d'autres études, c'est que la générosité semble bien moins traverser les frontières ethniques, nationales et religieuses. Donc, les citoyens sont plus réticents à redistribuer vers des groupes différents d'eux-mêmes, par exemple les immigrants. Et une chose qu'on montre, c'est que le simple fait de faire réfléchir les répondants aux immigrants, par exemple en leur posant des questions sur l'immigration sans fournir aucune information, avant de leur poser des questions sur la redistribution, ça diminue très fortement leur soutien à la redistribution. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les répondants dans tous les pays ont des biais très importants dans leur perception du nombre d'immigrants, des caractéristiques sociales et économiques et de leur dépendance à l'égard des transferts gouvernementaux. Donc, il y a par exemple une surestimation très forte sur combien est-ce qu'un immigrant, en quelque sorte, moyen reçoit par rapport à un non-immigrant moyen.
Et à nouveau, il y a une très forte polarisation. Donc les perceptions sont très différentes en fonction de si on est de droite ou de gauche, ou en général, les répondants de droite pensent que les immigrants bénéficient beaucoup plus de transferts gouvernementaux, sont plus faibles économiquement, etc. Je ne vais pas vous montrer tous les graphes, mais on peut en parler pendant les questions-réponses s'il y a le temps. Et je vais passer à la troisième question qui est le rôle que notre perception de notre position sociale parmi d'autres a sur nos vues politiques. Une des études qu'on fait demande en fait aux gens de se classer dans différents groupes. Donc pareil avec cette échelle ici, si je vous demande de vous classer parmi toutes les personnes qui sont par exemple nées la même année que vous, ou toutes les personnes qui ont le même niveau d'éducation que vous, ou travaillent dans le même secteur. Donc on demande aux gens de se classer, et grâce à des données détaillées d'impôts et de sécurité sociale, on peut en fait voir où sont les gens effectivement parmi tous ces groupes de référence et est-ce qu'ils ont raison. Et voilà un peu le résultat principal que vous pouvez voir sur ce graphe ici, qui est sur l'axe horizontal, on voit la position réelle des gens. Par exemple, parmi toutes les personnes qui sont nées la même année qu'eux. Mais ça se voit dans tous les autres groupes. Et sur l'axe vertical, on voit la position perçue. Donc, vous voyez très fortement que les gens qui sont placés plus bas, en fait, ont une tendance à surestimer leur position, et les gens qui sont placés plus haut ont une tendance à sous-estimer. Et on peut en fait trouver la cause de ça, et on trouve que c'est le fait que les gens qui sont plus riches ont tendance à croire que tout le monde est plus riche aussi. Et les gens qui sont plus pauvres ont tendance à penser que tout le monde est plus pauvre aussi. Donc notre propre position est très importante, et elle ancre en quelque sorte nos perceptions sur les inégalités et la distribution. Et juste pour terminer, la position sociale perçue a un effet très important sur nos vues sur l'inégalité. Donc plus on est mieux placé dans un groupe, plus on pense que les inégalités de revenus au sein de son groupe sont justes, et plus on pense que ces différences de revenus sont dues à des différences d'efforts, de mérite, plutôt que des différences de chance ou de circonstances différentes. Et donc, la position perçue qu'on a est quelque chose qui module très fortement notre vue sur les inégalités et sur qu'est-ce qu'il faut faire contre. Donc, j'ai hâte d'entendre vos questions et de discuter avec les autres intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous. On reviendra évidemment vers vous tout à l'heure, et n'hésitez pas à demander la parole en vous imposant. Vous avez ce droit-là en tant qu'expatrié provisoirement. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, c'est à vous maintenant. Merci, bonjour. Je voulais d'abord vous dire combien j'étais heureux de retrouver les Échos, qui sont toujours un très bel événement, et puis d'explorer ce que Jean-Paul Chapelle a appelé le triangle magique. Alors, Philippe et Stéphanie ont déjà dit des choses que j'ai trouvées très fortes. Je vais prendre un angle un peu différent. Je vais commencer par les deux premiers côtés du triangle, l'État et le marché, et puis après j'ajouterai le troisième. Parce qu'effectivement, la tendance habituelle, surtout en France, c'est de se limiter aux deux premiers coins du triangle, l'État et le marché. Et je crois, au risque de simplifier un peu, que nous avons deux tentations en France. La première, c'est en gros de préférer l'État au marché. Il me semble que c'est une tendance dominante en France. Nous attendons beaucoup de l'État, même si nous le critiquons énormément. Et cette tendance a évidemment été renforcée par le Covid. Le besoin de l'État protecteur, une espèce de ceinture de sécurité universelle et totale. J'en profite pour dire que j'ai soutenu le quoi qu'il en coûte au moment du Covid, mais que je crois qu'un nouveau quoi qu'il en coûte serait une réponse très inadaptée, on y reviendra peut-être, au choc énergétique actuel. Et puis il y a une deuxième tentation en France, c'est celle du manichéisme. En gros, où on est tout État, où on est tout marché. Et les quelques libéraux qu'il y a en France seraient tout marché. Je ne crois pas du tout à ce ou. Moi, je crois que la modernité, c'est le et, de combiner l'État et le marché, la régulation qui combine, qui additionne, plutôt que la réglementation qui fige. Alors on pourrait donner pas mal d'exemples sectoriels de ça. Ce serait intéressant d'appliquer ça au secteur de l'énergie aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin et d'État et de marché. Je vais juste l'illustrer par un domaine que je connais le mieux, parce que c'est le mien, c'est la monnaie. La monnaie, je vous surprendrai peut-être, depuis des siècles, c'est en fait un partenariat public-privé pour que ça marche. En gros, la sphère publique apporte la stabilité et les repères indispensables. La sphère privée apporte l'innovation technologique.
une bonne partie de la monnaie que vous utilisez est en fait une monnaie d'origine privée. Quand vous utilisez des billets de banque, c'est de la monnaie publique, émise par la Banque centrale. Quand vous utilisez votre carte de crédit, c'est de la monnaie de banque commerciale. Mais ça marche parce qu'elle est très fortement régulée. Et je crois à la régulation financière. Il y a un contre-exemple de ça, c'est les cryptos. Alors pardon, je vais être très direct. Les cryptos, c'est l'illusion du pur marché. C'est une soi-disant monnaie qui s'auto-administre et qui va représenter la liberté, la confiance par l'absence de règles. On voit que c'est en train de s'écrouler tout seul. Il y a un potentiel de technologie dans les cryptos, mais je crois qu'il y a un besoin de régulation, au passage un besoin urgent. L'Europe a pris la régulation, les États-Unis, pas encore. Voilà sur les deux premiers côtés du triangle. Maintenant, j'ajoute le troisième, parce qu'au fond, c'est le troisième le plus intéressant, et merci à Philippe d'avoir proposé ça. Et c'est le plus important. Moi, je crois plus aux personnes et à leurs relations qu'au système. L'État et le marché, c'est important, mais les personnes, ça renvoie, je crois, à deux nécessités de talent. Il y a de faire éclore et grandir les talents individuels, c'est absolument clé pour l'innovation, et il n'y a pas de bataille plus centrale dans notre pays, pardon de redire cette évidence, que la formation, l'apprentissage, l'éducation. C'est clé pour l'innovation, c'est clé pour l'égalité des chances. Mais je voudrais terminer en évoquant non pas des talents individuels, mais ce que je crois est un talent collectif dont nous avons davantage besoin et qui nous manque dans notre société civile. C'est le moral ou c'est la confiance. Alors on pourrait dire, mais tiens, pourquoi est-ce que le gouverneur de la Banque de France vient nous parler de ça ? Après tout, la confiance, ce n'est pas quelque chose dont on parle très très souvent en économie, ce n'est pas directement chiffrable. Alors je pourrais vous dire que la confiance dans la monnaie, c'est une valeur clé, mais je crois surtout que la confiance, c'est totalement clé en économie. Et si on veut réussir les fameuses bifurcations dont on parle à Lyon depuis 3 jours, nous devons avoir davantage confiance en l'avenir. Alors là-dessus, à l'évidence, la société civile américaine a un gros avantage sur les sociétés civiles européennes. Stéphanie le disait tout à l'heure. Mais en Europe, j'ai peur que la France ait un vrai retard par rapport aux autres sociétés civiles. C'est un problème que nous avons par toutes les mesures. Regardez la rude crise que nous vivons. Elle est très rude. Mais objectivement, je vais le dire avec le maximum de tact, la France est dans une position relativement moins défavorable que les autres. Nous avons un meilleur mix énergétique. Nous avons un pouvoir d'achat qui va reculer cette année, et ce n'est pas facile, de l'ordre de 0,5% à 1%. Si vous regardez le budget britannique qui a été présenté ce matin par le gouvernement, ils s'attendent à un recul du pouvoir d'achat de 7% dans la crise. Et pourtant, la société française est probablement une de celles qui ressent le plus douloureusement, le plus mal, cette crise, de la façon la plus critique. Alors pourquoi ? Là, je vais citer le livre et je vais faire transition avec Yann Algan. S'il y a un livre qu'il faut lire, paru depuis 20 ans, là Yann, j'y vais fort sur la pub, mais c'est La société de défiance, Yann Algan et Pierre Cahuc, comment le modèle français s'autodétruit. Je crois que tout décideur devrait lire ça, et je ne vais pas en parler à la place de son auteur. Mais c'est une maladie qui remonte de loin et qui pèse fortement sur nous. On parlera sans doute des causes. Donc je nous souhaite ce talent collectif. Plus modestement, j'ai fait il y a 1 an un livre qui s'appelait « Retrouver confiance en l'économie ». Je me limitais à la composante économique du sujet. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, particulièrement dans cette crise. Nous avons beaucoup d'atouts, je vais pas les détailler, mais je crois qu'à cette condition-là, nous serions plus heureux, nous serions moins divisés et surtout, nous serions plus efficaces économiquement sur les 2 autres côtés du triangle. Je m'arrête. Merci d'avoir pré-mâché mon travail. Il n'y a pas besoin de rajouter un mot puisque la transition est faite. C'est à vous, Yann Algan. Merci beaucoup. Normalement, j'avais des slides, mais s'ils n'apparaissent pas, je vous le ferai avec les mains. Pas de problème. La parole, c'est pas mal aussi. C'est très bien. On vous écoute. Bon, mon intervention est un peu dans la droite ligne de ce que vient de dire Monsieur le gouverneur François et de Philippe. C'est vraiment de réfléchir sur ce triangle entre ce que je vais appeler moi plus État, entreprise et société civile.
Alors, Philippe vous a montré vraiment l'importance lorsqu'on essaie de réfléchir aux problématiques aussi d'innovation, de régulation. Monsieur le gouverneur vous a parlé aussi vraiment de l'importance absolument fondamentale pour comprendre la croissance, la monnaie et la façon, après, dans la période post-Covid, de rebondir. Moi, je vais vous en donner un autre exemple qui est vraiment dans la gestion des crises elles-mêmes. Et je vais repartir de la crise Covid-19 pour vous dire que c'est vraiment l'exemple type de la crise du XXIe siècle où il faudra que ces trois piliers coopèrent entre eux. D'une certaine façon, la crise de Covid est vraiment la première crise du XXIe siècle. Certains disaient, on pensait lorsqu'on a eu la crise financière de 2007 que c'était la première crise du XXIe siècle. En fait, c'était certainement la dernière crise du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on savait comment la gérer de façon un peu technique. Grâce à l'expérience notamment de la crise de 1929, on savait absolument que dans ce contexte, il fallait que les banques centrales baissent les taux d'intérêt, que les gouvernements relancent des politiques publiques. Vous voyez, il y avait une relation d'une certaine façon assez technique de l'État et des entreprises. Lorsqu'on parle de la crise de la Covid-19, on est dans un contexte complètement différent. On est dans une situation où des centaines de millions d'individus doivent tout d'abord se coordonner entre eux pour respecter des règles de confinement et de distanciation. On a une coordination aussi des citoyens vis-à-vis des gouvernements pour faire confiance ou suivre les directives des gouvernements. On a une relation entre les entreprises et l'État et les gouvernements aussi pour pouvoir se coordonner. Et puis il y a aussi les experts dont je vais parler dans un instant et du conseil scientifique. Mais on aura exactement la même situation dans les prochaines grandes crises climatiques. Ces crises vont nécessiter qu'un grand nombre d'entre nous devions d'une certaine façon réfréner nos propres libertés dans des actes, qu'on puisse coopérer, qu'on puisse être civique dans la coordination et puis qu'on fasse confiance aussi à certaines directives des gouvernements et que les entreprises aussi puissent faire leur part du travail dans cette crise-là. Et pour vous illustrer un peu quantitativement à quel point la coopération entre ces trois acteurs est absolument essentielle, je vais vous présenter deux graphiques. Tout d'abord sur le graphique de gauche, donc c'est tiré de deux études, une étude qu'on a fait notamment avec Stéphanie récemment pendant cette crise, et puis avec le Conseil d'analyse économique avec Daniel Cohen en auscultant la crise Covid. Donc on avait des enquêtes de milliers de personnes dans l'ensemble des pays. Et le but, c'était de pouvoir justement suivre l'acceptabilité des politiques dans l'ensemble de ces pays. Dès le départ, on a mesuré le niveau de confiance dans la gestion de la crise. D'accord ? Donc, dans le niveau de confiance dans le gouvernement. Donc, c'est le graphique de gauche. Vous voyez, donc tout en haut, vous avez les pays où la confiance était très faible. On a le Brésil. On saute un pays, ensuite on a les États-Unis. Donc, on se dit, oh là là, on est dans deux pays. On avait Trump, on avait Bolsonaro. Mais au milieu, vous avez la France. Où, dès le départ, le niveau de confiance dans le gouvernement, dans sa capacité à surmonter la crise, était très faible. Là, on est en mars, donc vraiment juste au début de la crise. Lorsque vous mesurez ensuite quel est l'impact de ce niveau de confiance initial dans le gouvernement sur la gestion de la crise, vous obtenez ce graphique suivant. Donc, sur l'axe du bas, j'ai la confiance dans le gouvernement initial. Encore une fois, c'est vraiment juste dans la crise. C'est post-gilet jaune, la crise démarre. Voilà, la France part avec un niveau de confiance très faible. Sur l'axe de gauche, on a ce qu'on appelle un ratio de sacrifice, c'est-à-dire on combine deux dimensions, la dimension récession économique et la dimension aussi nombre de morts. Et vous voyez que on le fait pour un certain nombre de pays, donc pour tous les pays de l'OCDE, et vous voyez que la corrélation entre confiance initiale dans le gouvernement et ses performances sur ces deux dimensions est extrêmement forte. Et la France, d'une certaine façon, est vraiment exactement sur la ligne de régression. Et alors, dans cette analyse du Conseil économique, on montre même que 2/3 des différences de performance entre les pays, aussi bien sanitaires qu'économiques, en particulier au début de la crise, peuvent s'expliquer par les différences de confiance initiale et non pas par
des différences, par exemple, sur les capacités d'hospitalisation ou même sur le nombre de masques. Alors, ce qui compte, c'est le choc initial, le nombre de morts, ça explique énormément. Mais après, c'est vraiment ce niveau de confiance. Alors, pour essayer de comprendre le rationnel derrière cette histoire, je vous donne juste quelques exemples. Les pays où les gouvernements, enfin, les pays où les citoyens avaient une très faible confiance dans les gouvernements, on peut respecter d'une certaine façon les règles de distanciation. D'accord ? Parfois, point important, lorsque vous avez d'autres extrêmes avec des pays où vous avez une confiance trop forte dans le gouvernement ou surtout une confiance trop forte dans les autres, vous n'avez pas eu beaucoup de mesures de distanciation ou de règles de confinement strictes. C'est le cas de la Suède, qui l'a beaucoup payé avec un tribut de nombre de morts. Donc vous voyez, la confiance, ça se construit, il faut aussi avoir un esprit critique, et puis parfois ça peut avoir des effets pervers. Et d'ailleurs, la Suède, après, a corrigé sa trajectoire lorsqu'ils ont vu qu'il fallait quand même que l'État soit un peu plus strict dans ses règles de confinement. Mais vous avez aussi une vraie problématique qui est de la confiance des gouvernements dans les citoyens. Et ça se joue dans les deux relations. De la même façon, quelle est la confiance des gouvernements dans les entreprises pour eux-mêmes faire face à la crise, respecter des règles? Et je vais juste conclure là rapidement en disant, quand la confiance était très très faible, en fait, vous avez eu des règles de confinement très très fortes. Vous vous souvenez de ces règles tatillonnes sur vous ne pouvez pas faire plus de 1 km pour vous déplacer. Et une demi-heure et tout ça. Voilà, ce qui était quand même, dans toutes les analyses comparatives, c'était une spécificité vraiment française par rapport aux autres pays. Et donc ça, au départ, ça nous a vraiment handicapés, et c'est pour ça qu'ensuite, vous avez eu quand même un discours très différent, en particulier du gouvernement, sur la responsabilisation de la société civile et la façon dont on pouvait ensuite... La seconde période de la gestion de la crise a été un peu plus fondée sur la coopération. Et je conclus juste là, parce que j'ai dépassé le temps. C'est mon dernier slide pour vous dire, il y a un acteur qui n'apparaît pas dans ce triptyque État-marché ou État-entreprise et société civile, c'est les experts. Or, la confiance dans les experts va être absolument clé pour gérer les prochaines pandémies ou les prochaines crises climatiques. Ce que je vous montre ici, c'est l'évolution de la confiance dans les scientifiques dans les différents pays qu'on a analysés. Vous voyez qu'on est parti à peu près tous autour de 85-90%. Et au fur et à mesure que la crise persiste, vous avez un pays qui décroche vraiment, c'est la France. Et je reviendrai, si vous voulez, sur les quelques hypothèses pour lesquelles vous avez eu un tel décrochage. Mais c'est clair que ça va jouer un rôle très, très important. C'est le 4e acteur qui jouera un rôle très, très important pour pouvoir mobiliser les citoyens et l'ensemble des acteurs face aux crises du XXIe siècle, telles que les crises climatiques. Voilà, merci. Merci. Alors, les experts, c'est effectivement, là encore, l'enchaînement est tout trouvé parce que vous avez parlé de la crise sanitaire comme un véritable révélateur, mais il y a aussi eu la crise, il y a la crise climatique et singulièrement en France, la crise des Gilets jaunes qui a été un révélateur. Et vous, Thierry Pech, vous avez observé et analysé aussi ces difficultés de la confiance, notamment dans les experts. Oui, alors singulièrement sur les politiques climatiques. Bonjour à toutes et à tous pour commencer, et merci de m'accueillir au GECO, manifestation chère à mon cœur depuis plusieurs années. Je pense qu'il faudra revenir sur ce qui vient de dire Yann. Je serais très intéressé il y a plein de questions, mais de l'entendre. Je lancerai peut-être la discussion tout à l'heure sur pourquoi est-ce que ce pays qui est si défiant est l'un des plus vaccinés à la fin de l'histoire. Je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut s'expliquer, qui ne se joue pas en 2020, qui se joue en 2021. Il y a une alchimie qu'il faudra analyser. Alors, je viens au sujet. Les politiques climatiques. Les politiques climatiques, elles ont une particularité, c'est qu'elles supposent des changements radicaux dans les modes de production, de consommation, dans les modes de vie, qu'elles supposent des investissements considérables. Le rapport qui vient d'être remis par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz nous invite à une perception beaucoup plus réaliste de la transition écologique et donc plus sombre aussi. Ce sont des politiques qui concernent tout le monde. On dit toujours il y a des gens plus coupables que d'autres, c'est vrai,
mais en matière climatique, tout le monde est coupable et tout le monde sera victime dans des proportions différentes, mais on peut pas jeter la pierre à un segment unique de la société ou simplement au marché ou simplement à l'État, etc. Tout le monde est embarqué. Et enfin, ce sont des politiques qui vont nécessiter un effort très prolongé dans le temps. Ce sont des politiques de très long terme. Donc, elles présentent des défis absolument singuliers. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple de transition qui nécessite peut-être le vieillissement, qui nécessite autant de maîtrise de l'action publique dans le temps long sur chacun de ces axes. Donc, ce sont des politiques qui nécessitent qu'on construise du consensus dans la société. Parce qu'on dit la société civile, mais en fait, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle de la société civile organisée, des secteurs professionnels, des syndicats, des associations, des ONG? Est-ce qu'on parle des citoyens, des individus? Est-ce qu'on parle des territoires qui composent cette société? On parle un peu de tout ça. Et il faut construire du consensus un peu à tous les étages. Et c'est ça qui est difficile. Notre tradition politique ne nous a pas appris à construire du consensus. Elle nous a appris, de façon un peu weberienne, qu'une bonne politique, c'est une politique qui fait la juste mesure du dialogue entre l'expert et le décideur, on va dire. L'expert apporte la description du possible, le décideur arbitre dans le champ des valeurs. C'était ça le message de Max Weber au début de la modernité politique, au début du XXe siècle, les conférences de 1919 de Max Weber. On n'en est pas tout à fait sorti. Dans la séquence Covid que vient d'évoquer Yann, Jean-François Delfrécy, patron du conseil scientifique, dit « le conseiller conseille, le décideur décide ». C'est typiquement weberien. Donc la répartition des rôles, c'est celle-là. Habermas arrive dans les années 60, 70 et il dit une délibération démocratique, c'est une délibération à l'intérieur d'un triangle, pour reprendre l'image de Philippe. Et les bornes de ce triangle, les points de ce triangle, c'est l'expert, le décideur et le public. Et il faut aller chercher le public pour comprendre les besoins sociaux, les objections pratiques, les objections d'usage aux propositions qui pourraient être portées par le décideur dans le sillage de l'expert. Et il dit, voilà, ces trois points sont en interdépendance permanente. Alors, qu'aurions-nous appris si nous avions sondé le public au moment où nous faisions la taxe carbone? Taxe carbone, franchement, l'État, le marché, les experts, le décideur, tout le monde était d'accord. Il y avait une forme d'unanimité autour de cette affaire. Et si on était allé chercher le public, d'une certaine façon, il s'est manifesté avant même qu'on aille le chercher, à travers les mouvements des Gilets jaunes, il nous aurait appris trois choses. D'une part, que les alternatives au moteur thermique n'étaient pas disponibles pour toute une série de gens dans la population. Et que donc, inciter à des alternatives, c'était bien beau, mais que si on n'avait pas les moyens de faire autrement, on ne les avait pas. Deuxièmement, il nous aurait appris que ce qui paraît légitime aux yeux du public, c'est pas qu'on ponctionne des revenus pour la transition écologique, c'est qu'on les affecte à la transition écologique. Et cette idée est très prégnante dans l'esprit du public. On veut bien être ponctionné à la pompe, mais on veut être sûr que cet argent va bien à l'objet pour lequel il est prélevé. Alors ça pose des problèmes, Bercy n'aime pas ça, l'affectation des recettes fiscales. Le gouverneur qui est ici pourrait vous l'expliquer, il connaît bien ces sujets dans ses fonctions antérieures, pardon François. Puis troisième chose, il vous aurait expliqué l'injustice. On a pensé que la taxe carbone serait juste puisqu'elle proportionne la contribution à la quantité d'énergie fossile consommée. Mais cette quantité varie beaucoup dans le budget des ménages selon qu'on est en bas ou en haut de la société. Donc, la consultation du public nous aurait alertés, avertis et conduit à faire autrement. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Moi, j'ai tenté un peu ça dans la Convention citoyenne pour le climat, mais je crois qu'on doit le faire un peu à tous les étages, dans les territoires, dans la construction et le design des politiques publiques demain. On ne peut pas se passer d'un échange, d'une interaction, ce que j'appelle une démocratie d'interaction avec le public. Merci. Alors, je vous rappelle effectivement que vous pouvez poser toutes vos questions au 07 82 82 31 42. Il y a effectivement déjà, comme vous, beaucoup de gens qui ont questionné un peu votre présentation pour essayer de comprendre ce qu'il en est de cette... j'allais dire de cette particularité française, située entre le Brésil et les États-Unis, dans cette
très faible confiance dans notre système, notamment dans la crise sanitaire. D'abord, un petit point pour éclaircir ma lanterne. On parle de corrélation, on ne parle pas forcément de cause à effet, de rapport de cause à effet entre les différents éléments de confiance et de performance. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus ? Merci. Alors, il y a eu, là, ce que je vous ai présenté, effectivement, sont généralement des corrélations. Vous avez eu de très nombreux travaux qui essayent vraiment de montrer qu'il y a un sens de causalité. Voilà, donc il y a eu des travaux d'ailleurs en commun avec Philippe sur ce point qui montrent que c'est vraiment la confiance, une partie de la confiance qui permet d'expliquer la croissance économique, qui permet d'expliquer le dialogue social, les performances sociales, le bien-être. Donc voilà, vous avez tout un champ de la littérature sur ce point. Et là, dans le cas particulier, on mesure vraiment la confiance initiale du gouvernement avant la crise Covid, avant même de savoir comment ils vont gérer cette crise. Vous voyez, donc c'est là où on a un peu plus une approche en termes de cause à effet. D'accord. Et quand on sonde des personnes sur leur avis, ça parle autant de la performance des pouvoirs publics que de l'état d'esprit de la personne, du citoyen. Oui, tout à fait. C'est pas... Voilà. Alors, on répond à la question de Thierry Pêche. Comment se fait-il que ce pays qui a si peu confiance dans le système sanitaire et dans ce qu'on lui dit, il finit par être un des pays les plus vaccinés? Moi, j'ai une réponse là-dessus. Ah oui? Ah bah alors. Alors j'en ai une aussi. Mais je vais donner une réponse. Non, ça a été suggéré par Mathias de Watripon, en fait, notre collègue belge. C'est une réponse. Donc, je suis sûr que Yann sait dire des choses très bien. Il y a eu un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que d'abord, on a commencé à vacciner certaines catégories qui étaient plus prônes à être vaccinés, les gens les plus âgés, les gens les plus... Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont vu des résultats, quoi. Ils ont vu que si on était vacciné, eh bien, les chances que ça se termine très mal baissaient, quoi. Et donc, c'était une des vertus du gradualisme, en fait. C'est souvent, il y a toutes ces grandes questions dans les réformes. Ça a été très vite, mais ça a été quand même un processus gradualiste, c'est-à-dire que les gens ont pu voir l'efficacité du vaccin, quoi. Et quand suffisamment de gens se sont fait vacciner comme ça, on a pu imposer le pass sanitaire, parce qu'on me dit, vous voyez, il y a ceux qui veulent vraiment pas se faire vacciner. Et là, c'était mûr pour le 12 juillet 2021, passe vaccinal, quoi. Mais seulement, il fallait, tu vois, qu'il y ait ce processus d'apprentissage, que du coup, il y ait suffisamment de gens qui s'étaient fait vacciner, et là, ça devenait tout à fait acceptable de dire passe vaccinal. Et le passe vaccinal a eu des effets économiques formidables. Moi, j'étais co-auteur, mais un co-auteur passif, donc vraiment, je ne prends aucun crédit pour cette étude dans Nature. On a vu les effets économiques du passe vaccinal. Ça a été formidable, le passe vaccinal. C'était une des grandes choses du quinquennat précédent. On n'a pas suffisamment... c'est-à-dire que vraiment, l'espérance de vie a augmenté, la production a augmenté, enfin, ça a été vraiment... Mais on ne pouvait pas faire le passe vaccinal tout de suite. Il fallait d'abord qu'il y ait ce processus d'apprentissage et que petit à petit, les gens se... Mais Yann, je t'ai interrompu. Et je m'en veux beaucoup. Voilà. Il allait répondre. Tu exagères comme tu as été frustré de faire que 7 minutes tout à l'heure. Là, tu te rattrapes. Voilà. Non, mais alors, votre réponse à vous. Non, mais Philippe a tout à fait raison sur les questions d'efficacité. Moi, j'ai deux éléments de réponse. La première, c'est pourquoi est-ce que la confiance dans les scientifiques a vraiment dévissé? Parce que la première chose, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, la France a dévissé? Il y a une problématique là, vraiment, justement, de la question du débat délibératif au sein du conseil scientifique. Le fait qu'il n'y ait pas eu peut-être suffisamment de pluridisciplinarité, de personnes qui prennent... Il y avait des épidémiologues, c'est bien, ils étaient focalisés sur la diffusion du virus. Mais après, vous aviez aussi des enjeux économiques, vous aviez des enjeux sociétaux, des problématiques de bien-être des jeunes qui, par milliers, centaines de milliers, restaient confinés dans des chambres de bonne. Et à partir du moment où le conseil scientifique, justement, s'est un tout petit peu écarté de cette réserve en disant c'est le décideur qui décide, et vous vous souvenez, c'était le 21 ou 26 février, où le président du conseil scientifique a dit il faut reconfiner, et 2 jours après, le président l'a pris à revers en disant non, pas du tout, faites attention au mal-être de la population. Mais ça a été une brèche, c'est l'une des explications. Ensuite, lorsqu'on a suivi ces enquêtes d'opinion,
Lorsque vous êtes en janvier, donc les vaccins commencent à apparaître en décembre, ils sont commercialisés. En janvier, la France est l'un des pays avec le pourcentage d'adhésion au vaccin qui est le plus faible avec le Brésil. Donc on est parti de loin. Vous voyez le résultat, oui, ça a été un succès, mais on est parti de loin. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, oui. là, c'est là où on voit que rien n'est gravé dans le marbre et qu'il faut être aussi optimiste avec des politiques volontaristes. Premièrement, il y a eu des questions de gradualisme. Il y a des questions aussi un peu d'efficacité. On a quand même un peu forcé les Français à le faire. Le gouvernement a beaucoup hésité au départ, en se disant, vous vous souvenez de ce moment de latence, en disant, oh là là, on ne va pas tout de suite mettre le pass vaccinal. Il l'a mis. Il y a eu une question d'efficacité. Il y a une question de proximité et de simplicité. Dans les politiques publiques qui marchent et qui gagnent en confiance, vous avez aussi vraiment la question de la proximité. Et là, on a été à l'inverse de ce qui avait été fait pour H1N1, où vous vous souvenez tous, on recevait nos papillons verts pour être vaccinés à Ballard ou dans un campus de l'armée 4 mois après l'épidémie. Là, honnêtement, c'était d'une efficacité avec la proximité. Vous y allez, en 5 minutes, vous étiez vacciné, qui a été vraiment très très fort. Donc moi, vraiment, la combinaison de proximité, transparence et efficacité avec du gradualisme est l'une des explications. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui héritent une... Alors, oui, je ne sais pas s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres explications. Je ne sais pas si Stéphanie nous entend et si elle a une vision outre-Atlantique un peu différente, qu'elle n'hésite pas à intervenir si elle est encore avec nous. Oui, je suis là. Oui, vous avez un mot là-dessus, parce que c'est vrai que voilà, la France qui se situe finalement pas loin des États-Unis sur ce critère un peu de défiance. Comme j'ai travaillé avec Yann sur une de ses études, justement, c'est très cohérent avec ce qu'a dit Yann. Oui. Et sur votre analyse de ce phénomène, quelle conclusion on peut en tirer? Parce que je me demande si... Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop du thème initial, le fameux triangle, qu'est-ce qui doit permettre une bonne croissance, une bonne innovation qui respecte l'environnement, etc. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de cette crise Covid sur notre vie de tous les jours, maintenant qu'on semble l'avoir un peu dominé, cette crise Covid, selon vous, Stéphanie? Une des conclusions, à part l'importance de la confiance que je pense Yann a souligné de façon très très claire et que c'est une confiance qui, une fois détruite ou une fois diminuée, est très très difficile à rétablir. L'autre chose qui me frappe dans cette crise, c'est justement la façon dont les perceptions peuvent être malléables à ce qui est couvert dans les médias et ce qui est souligné par ce que les gens lisent et ce que les gens voient. Donc un peu les thèmes dont j'ai parlé, que les perceptions ne sont pas toujours en lien avec la réalité, mais également qu'elles sont très malléables par l'info qui est là. Et je pense que ça se voit dans les différentes vagues, en quelque sorte, de cette crise. On a fait cette étude avec des collègues de Harvard sur à quel point, par exemple, les gens sont prêts à accepter des restrictions de leur liberté, que ce soit des choses très fortes comme un confinement, mais aussi des choses beaucoup moins contraignantes, comme simplement porter un masque ou éviter certaines activités. Et ce qu'on voit, c'est que même si le nombre de morts et de cas Covid était extrêmement haut aussi par exemple, janvier ou février de cette année, par rapport à même 2020, à nombre de décès et de cas égal, en fait, les gens ont une perception très différente dans ces mois-là, et en partie à cause du discours tenu dans les médias et des choses qu'ils lisent. Alors, on reviendra sur la question des médias, c'est intéressant. François Villeroy de Gallo, oui, ça m'intéresse à titre personnel. Oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre les journalistes à bord du triangle, ça devient un pentagone avec les experts et les journalistes. On peut faire partie de la société civile. On ne va pas passer 2 heures sur le Covid, mais c'est intéressant de relire. Et Yann, je me posais la question de la dynamique de la confiance dans l'affaire, parce que selon qu'on mesure la confiance au début de la crise ou à la fin, les choses sont quand même un peu différentes. L'hypothèse que je formulerais en France, mais c'est qu'au fur et à mesure de la crise, la confiance dans les scientifiques a diminué, c'était votre graphique impressionnant, et la confiance dans les pouvoirs publics, qui elle partait de très bas, a plutôt augmenté. Et pour autant,
je crois qu'il ne faut pas en tirer des conclusions définitives ou toujours transposables. Je pense que si la confiance dans les pouvoirs publics a augmenté, c'est d'abord objectivement parce que la gestion de la crise a été plutôt bonne, je le dis en toute indépendance, mais c'est aussi parce que le quoi qu'il en coûte accommodait toutes nos contradictions collectives, hein. En gros, les entreprises et les ménages n'ont pas supporté les conséquences économiques de la crise et tout le monde y a pris goût. J'ai mis tout à l'heure une petite prudence sur le fait que ce qui a valu une fois et a été légitime une fois ne devient pas un remède général. Si la solution à la confiance dans la durée, c'est à chaque fois que l'État efface tous les chocs qui nous affectent, on n'est pas sorti de l'auberge. Et pour tous les jeunes qui sont ici, c'est vous qui paierez la facture, parce que la dette publique, ça revient à transférer la facture d'une génération vers la suivante que vous êtes. Donc je ne tirerai pas du remède qui a marché dans la crise Covid un remède universel. Mais je voulais explorer une minute la question des experts. Alors là, je parle sous le contrôle de Plusieurs experts. De plus spécialistes que moi. Moi, je vais le dire comme citoyen ordinaire en la matière, parce que je n'ai pas de compétences sanitaires particulièrement fortes. Je ne suis pas très étonné que la confiance des Français dans les experts ait diminué au fil de la crise Covid. Souvenez-vous des débats, c'était totalement incompréhensible. Le professeur Raoult un jour, le professeur X le lendemain, le professeur Y, et je ne leur jette pas la pierre, ils ne savaient pas. Personne ne savait. Mais honnêtement, dès qu'on écoutait des scientifiques, quand on n'y connaissait rien, on avait une impression de confusion terrible, terrible. Et ça, je crois que ça pose deux questions pour l'avenir. Ça n'épuise pas du tout le rôle des experts. Mais il y a peut-être deux modèles possibles pour sortir de cette confusion. Il y a comment organiser le débat, et ça rejoint, Thierry, ce que tu as essayé de faire avec la Convention citoyenne, etc. On n'est pas bon du tout là-dessus. On aime les certitudes. Mais l'idée qu'il y a des interrogations et plusieurs thèses autour de la table et qu'on va écouter, essayer de se faire une idée, je crois que tu as réussi à le faire avec les 150 citoyens de la Convention. Ils ont entendu divers experts et puis ils ont essayé de se faire leur idée. On a beaucoup de mal dans notre vie médiatique et démocratique. Et je trouve qu'on a eu énormément de mal à organiser un débat éclairé avec les experts du Covid. Ça, c'est une première piste, c'est le débat. Il y a peut-être une deuxième piste, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'un expert qui est en responsabilité de décider, d'agir et d'assumer les conséquences, ça change un tout petit peu son comportement. Je dis ça parce que j'incarne dans une catégorie plus simple, il n'est pas question de vie et de mort, il est juste question de monnaie et d'inflation. Un modèle d'expert, c'est la Banque centrale indépendante. On ne prétend pas avoir toujours des vérités révélées, on essaye d'avoir des débats entre nous. Mais on nous donne l'indépendance, en contrepartie, on nous demande la responsabilité. La responsabilité de ramener l'inflation vers 2%, ce qui est la préoccupation numéro 1 des Français et des Européens aujourd'hui, elle est pour nous. Et je l'assume. Et si d'ici à 2 à 3 ans, on n'a pas ramené l'inflation à 2%, nous sommes des experts incompétents, il faudra remettre en cause l'indépendance ou le choix des experts. Alors je ne sais pas si ce modèle aurait pu fonctionner dans le Covid, mais voilà, je crois que c'est une espèce de leçon négative de ce qui s'est passé, nous invite soit, et c'est peut-être pas exclusif, à une vraie organisation du débat technique et économique, soit à une institutionnalisation de la responsabilité. Oui, Philippe Aghion. Sur les experts. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, le Covid, au début, on ne savait pas. Et donc, vous voyez, des scientifiques. Donc, je crois que quand les scientifiques ne savent pas, ils débattent, c'est normal. Et on doit montrer qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre qu'on sait quand on ne sait pas. Donc, je veux dire, le scientifique, il doute quand il ne sait pas. Mais à un moment donné, on arrive à comprendre un phénomène et on arrive à une espèce de consensus sur ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, c'est important de dire il y a consensus sur ce qui est passé. Le doute ne peut pas persister tout le temps. Tu vois, je veux dire, tu dois séparer le moment où tu ne sais pas et le moment où tu as compris comment ça marche. Et quand tu as compris un certain nombre de choses, il faut que les scientifiques aussi, ou les experts de toutes sortes, puissent dire mais là maintenant, on a une idée, il y a un consensus sur ce qui s'est passé. Et là, on le pousse. Tu vois, c'est peut-être, ça revient à ce que tu disais, mais c'est-à-dire donc on doit à la fois douter quand on ne sait pas, mais au moment où le truc est clair, on doit pouvoir dire maintenant c'est établi, quoi. Et il y a en science des vérités établies. On sait que la Terre n'est pas plate, quoi. Il y a peut-être toujours des gens qui diront mais on sait maintenant qu'on peut dire vraiment la Terre est ronde, quoi. Et je crois que, mais peut-être qu'il y avait un moment où on n'était pas sûr. Et je crois que c'est important qu'il y ait ces deux phases. Et il y a eu ces deux phases avec la Covid. On n'a pas su, puis après on a compris, quoi. Je voulais donner un exemple sur société civile-État.
mais peut-être Oui. un exemple qui était intéressant en termes de développement économique. Il y a eu l'Ouganda, et il y a eu un gouvernement en Ouganda qui a voulu pousser un programme d'éducation. Et ils ont donné de l'argent aux écoles. Et seulement moins de 20% de l'argent arrivait aux écoles. Alors au début, ils se sont dit, parce qu'il y avait des échelons intermédiaires qui prenaient tout, quoi, des politiciens intermédiaires qui prenaient l'argent. Alors une manière, c'est de dire, je vais envoyer des policiers, la justice, etc. Seulement la police et la justice étaient elles-mêmes corrompues. Et vous savez comment ils ont fait marcher le truc? Ils ont dit, on va faire une campagne médiatique. On va faire savoir à tout le monde, à tous les parents d'élèves, aux professeurs, aux chefs d'établissement, qu'il y a de l'argent qui doit leur arriver. Et s'ils voient que l'argent n'arrive pas, eux vont protester. Et ça a été formidable en Ouganda, parce que ce qui a fait marcher le truc, ça a été le bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire d'activer la société civile. Et en fait, au lieu de voir ça comme un jeu à somme nulle entre l'État et la société civile, c'est la société civile qui a permis à l'État central que sa politique porte, parce que c'était là où c'était corrompu, les politiciens intermédiaires ont été virés et ont été dénoncés, et c'est la société civile qui a permis à l'État central que sa politique d'éducation soit véritablement appliquée. C'est intéressant comme exemple. Ça montre vraiment comment comment c'est pas du tout un jeu à somme nulle entre l'État et la société civile. L'exemple ougandais, voilà. Et alors, je vais commencer à poser les questions que la salle nous pose, et on n'a pas manifestement épuisé les questions liées à cette interrogation. Pourquoi les Français sont-ils aussi méfiants? Alors, bon, il y a eu l'analyse du gouverneur de la Banque de France, mais est-ce que vous avez les uns et les autres un début d'explication pour dire que la population française, les citoyens français ont une propension à se méfier des experts, de la science? Est-ce qu'il y a dans la psychologie française, dans l'histoire des Français, quelque chose qui nous pousse à nous méfier plus que les autres? Vous avez un micro, ouais, alors vous battez pas, hein. Non, mais, bon, déjà, ça dépend de quel type de confiance on parle. Est-ce qu'on parle de la confiance dans les gouvernements, la confiance dans les experts, ou la confiance entre les citoyens? C'est ce que disait aussi un peu Thierry. On vient d'une longue histoire, et ces dimensions s'expliquent différemment. Vous voyez que la confiance dans le gouvernement, la confiance dans les experts, elle est un peu plus variable. Elle varie dans le temps, elle dépend des chocs, elle dépend de votre capacité à réagir à ce choc. On n'est pas condamné à être toujours défiant, nous, Français. Exactement, exactement. Alors après, c'est vrai que dans les classements, aussi loin qu'on puisse remonter, on s'aperçoit, que la défiance dans le gouvernement est plus basse en France que dans la plupart des pays, et puis surtout la confiance dans les autres. Maintenant, avec la montée des populismes, on s'aperçoit que c'est quand même un mouvement de fond qui affecte pratiquement tous les pays. Enfin, il faut éviter aussi de s'autoflageller. On a quand même un vrai mouvement de fond. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la France? Moi, c'est mon hypothèse. Je pense qu'elle n'épuise pas le champ des possibles. C'est quand même une racine historique de fonctionnement très vertical de notre société. Vous retrouvez ce fonctionnement vertical dans le système éducatif. J'en ai parlé un tout petit peu dans un panel précédent où, effectivement, lorsque vous interrogez les élèves et les professeurs sur le pourcentage de temps consacré dans une salle de classe à faire travailler les enfants en groupe, ou alors à leur demander de prendre des notes au tableau en silence, la France est un point singulier où 2/3 de nos jeunes, à l'âge de 15 ans dans les enquêtes PISA, vous disent prendre des notes en silence pendant l'entièreté de l'heure. Dans tous les pays, vous prenez aussi des notes, mais vous travaillez aussi en groupe, vous voyez, sur des projets collectifs. C'est une question d'équilibre, et ça, pour ce coup, on est vraiment déficient, mais depuis très longtemps. Vous retrouvez cette verticalité après dans le monde de l'entreprise. Si vous apprenez pas dès le plus jeune âge à coopérer, c'est difficile dans le monde de l'entreprise de pouvoir décentraliser, de pouvoir faire remonter les idées humains. On est sur un fonctionnement hiérarchique et qu'on retrouve ensuite après dans notre fonctionnement entre les citoyens et les institutions. Maintenant, même si on a des racines historiques, la confiance bouge. Et en fonction de la façon dont les gouvernements, les experts ou autres réagissent à des chocs, vous voyez qu'il y a quand même une évolution. Et je vous citais l'exemple, moi, que je trouve quand même vraiment très, très intéressant, parce qu'on cite toujours la Suède comme le pays absolument vertueux, etc.
à l'inverse, la confiance dans le gouvernement a diminué au moment de la crise parce qu'ils n'ont pas su... Ils se sont plantés, au moins provisoirement. Voilà, au départ. Alors après, là, moi, je conclurai juste sur ce point, parce que quelle est la prochaine étape de cette confiance? C'est sûr que c'est encore plus difficile dans nos sociétés post-industrielles, ou une société beaucoup plus seule, où on est moins encastré dans des liaisons sociales au sein de l'entreprise, au sein des territoires. C'est plus difficile de créer de la coopération. Donc voilà, mais ça, c'est une question qui ne se pose pas uniquement à la France, mais qui se pose à l'ensemble des pays, me semble-t-il. Oui. Et vous êtes formel, plus de confiance, c'est plus de croissance. Hein, d'après vos indicateurs. Hein, oui, okay. On est formel. Très bien, non mais c'est intéressant. Alors, une autre question alors de la salle, parce que... oui, allez-y. Non, je ne sais pas si je voulais poursuivre ce qu'a dit Yann Algan, mais je peux. Sur les raisons du manque de confiance en France. D'abord, totalement d'accord sur le fait que plus de confiance, c'est plus de croissance. Totalement d'accord sur les explications que Yann Algan a données. Je pense que ce n'est pas particulièrement un problème de confiance envers les scientifiques. Nous manquons de confiance envers les institutions et les gouvernements, envers les autres, envers les scientifiques et, in fine, envers nous-mêmes. Bon. Je crois que c'est ça la maladie française. Et je voudrais relever deux paradoxes qui, moi, me frappent beaucoup dans l'expérience que je peux faire dans ma vie professionnelle. La première, je suis très exposé à l'étranger, au regard des autres sur la France, en Europe et dans le monde. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais les autres peuples, les autres pays continuent à nous considérer comme des gens très sûrs de nous-mêmes. Vous savez comment les Allemands parlent de la France, avec un peu d'ironie, ils disent « la grande nation ». Bon. Et il y a un fantasme, un surplomb au-dessus de nous tous, on ne le sait pas, mais c'est la figure de Napoléon et du général de Gaulle, quoi. Les Français sûrs d'eux et dominateurs, si je paraphrasais et retournais le susdit. Hein. Mais c'est extrêmement fort. Donc on se prend la machine à claques des deux côtés, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'on est considéré par les autres comme assez arrogant et sûr de nous-mêmes, et en fait on ne l'est pas du tout et pas assez. Le deuxième paradoxe, il me frappe quand je vois des entrepreneurs. J'ai une immense admiration pour les entrepreneurs, qui ne sont pas des gens parfaits, mais qui sont des gens qui osent, qui incarnent le capitalisme schumpeterien de Philippe. Et c'est souvent des gens qui, eux, ont confiance, parce qu'ils ont beaucoup d'idées et ils assument l'échec pour pouvoir réussir une de leurs 3 idées. Je suis frappé, je vois beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie professionnelle, je suis frappé quand on les voit individuellement, et c'est très humain, en général ils parlent de leur boîte et de leur projet positivement. Ils sont plutôt du côté de l'excès de confiance que de l'excès de modestie. Bon. Et puis vous les mettez ensemble, même des entrepreneurs. Vous en mettez 15 ensemble, vous en mettez 300 ensemble, c'est encore plus vrai, ils ne voient que ce qui ne va pas dans notre pays. Et ça devient un cahier de revendications. Voilà, l'agrégation de confiance individuelle donne de la défiance collective. Et je pense que c'est une assez bonne image de ce qui nous arrive dans le pays. Alors après, quels sont les facteurs d'espoir ? Je crois qu'Yann a assez raison sur l'exagération du top-down dans notre culture historique. Et quand j'ai cité Napoléon et De Gaulle, ça illustre ça aussi. Après, le top-down a donné des grandes choses aussi dans ce pays, hein, mais il y a un peu d'exagération. En France, aujourd'hui, il me semble que globalement, le bottom-up va nettement mieux que le top-down. Ce qui naît sur le terrain, c'est vrai de la vie politique, les collectivités locales, c'est vrai de la vie associative, et c'est vrai surtout de la vie économique. On n'a jamais eu autant de création d'entreprises. Donc je crois que c'est ça qu'il faut essayer de pousser, c'est ça qui peut être un facteur d'optimisme, mais il faut vraiment qu'on se soigne collectivement sur notre maladie de confiance. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas aussi bilingues que le gouverneur de la Banque de France, donc top-down, c'est ce qui vient d'en haut et qui descend de manière verticale, et bottom-up, c'est ce qui part de la base, donc des citoyens, et qui remonte vers les instances dirigeantes. De haut en bas et de bas en haut, mais ça sonne moins bien en français. Ah ben, c'est ouais. Ah ouais. Pardon de traduire. Hein, L'État a joué un rôle en libérant la concurrence, parce qu'il y a eu quand même des lois qui ont libéré la concurrence, facilité la création de nouvelles entreprises, fluidifié le marché du travail, rendu plus facile l'embauche, etc. Ça a stimulé ça. C'est-à-dire que là, on voit à nouveau comment l'État, par certaines mesures, peut stimuler le dynamisme et la confiance, etc. Donc je crois qu'on voit bien, parce que là, on parle beaucoup de la confiance, mais je crois que c'est important de voir comment l'État
peut jouer, quoi. Qu'est-ce que l'État peut faire pour aller dans un sens ou dans l'autre, ou ce que la société civile peut faire pour faire en sorte que l'État prenne les bonnes politiques. Alors, d'un mot, qu'est-ce que l'État doit faire pour inciter les entreprises et le marché à aller dans la bonne direction, à aller dans cette croissance vertueuse et pleine d'innovation? Donc l'État doit... je crois que l'État, mais c'est l'État et la société civile ensemble, peuvent diriger... En gros, l'innovation vient des agents privés, vient des entreprises. Et si vous voulez, l'État et la société civile ensemble vont faire en sorte que l'innovation, au lieu d'aller dans les technologies polluantes, au lieu de créer trop d'inégalités, etc., pour rendre la croissance plus verte et plus inclusive, c'est là que l'État et la société civile de concert agissent dans cette direction. Et donc, je crois que la destruction créatrice, l'innovation, c'est une force extraordinaire, mais elle peut vous amener dans le mur. Elle peut, et c'est la combinaison de l'État et de la société civile qui font que, par exemple, dans les pays scandinaves ou d'autres pays, ou en Allemagne, eh bien, on discute, on fait des politiques environnementales, on dialogue, on a un dialogue social, etc. Parce que, voilà, et on dirige cette force d'innovation vers quelque chose de plus inclusif, de plus protecteur, de plus vert, ou pas. Et c'est ça qui est... Et c'est ça, mais au lieu de voir simplement que c'est l'État qui régule, c'est l'État et la société. En Allemagne, par exemple, chose très intéressante, c'est que souvent, il y avait un peu cette vision en France qu'on perd son temps à discuter avec Berger ou avec les syndicats, quoi. Quelle idée, d'absence, ils sont nuls, pourquoi on doit discuter avec eux, ils nous font perdre du temps. Et moi, j'essaie d'expliquer au président ou à d'autres qu'au contraire, si tu discutes avec eux, tu gagnes du temps. Tu n'en perds pas. Vous voyez, quand il y a eu les Gilets jaunes, on n'a pas voulu écouter des gens. Pendant 2 ans, la France n'a pas pu réformer. On a perdu du temps à cause des Gilets jaunes. Parce que des fois, il faut perdre du temps pour gagner du temps. Et en Allemagne, on discute. En Allemagne, c'est tout le temps des négociations. Le chancelier ou la chancelière allemande, ils doivent discuter avec les présidents des Länder, qui ne sont pas forcément du même parti. La négociation sociale est au cœur du système allemand. Et c'est très efficace, et ils ne perdent pas de temps par rapport à nous. Et nous, il y a toujours cette vision un peu bonapartiste que discuter, c'est perdre du temps. En fait, discuter, c'est gagner du temps, et c'est gagner de l'efficacité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui... Mais ce qui est intéressant, c'est que les Suédois, par exemple, avant de devenir un pays de dialogue social, etc., étaient un pays très, très répressif. En 1931, il y a Adalen 31. C'est un film qui explique comment une grève en 1931 en Suède est réprimée dans le sang avec des manifestants, des femmes, des enfants qui meurent. C'est un truc, c'est une boucherie. Et c'était l'époque où il n'y avait pas du tout le dialogue social, etc. Et ce qui est intéressant avec la Suède, c'est qu'ils sont passés d'une société répression, pas de confiance, etc., à une société, au contraire, où où l'État est moins répressif, on triche moins, et il y a beaucoup plus de normes sociales qui s'imposent. Et ce qui est intéressant, c'est se poser la question, comment les Suédois ont réussi à passer du mauvais équilibre, coercition, triche, etc., au modèle, moins de coercition, moins de triche, plus de normes sociales, etc. Comment ils sont passés de l'un à l'autre? Et ça, je crois que c'est une des questions très intéressantes à poser. Alors, je voudrais donner la parole à nouveau à Stéphanie Stancheva, si elle nous entend, parce qu'elle a évoqué tout à l'heure le rôle des médias justement dans ce triangle que j'ai qualifié de magique, mais qui n'est pas totalement. En tout cas, les médias qui font partie de la société civile ont leur rôle. Il est parfois très négatif, de ce que je comprends, et j'aimerais que vous développiez ce point. Est-ce que vous avez senti ça particulièrement aux États-Unis? Et puis vous pouvez comparer à nos médias français, au hasard. Stéphanie. Merci. Je voulais simplement aussi revenir sur un des points de Philippe qui est très important sur le dialogue social, si je peux. Allez-y. Parce que c'est quelque chose qui est aussi bien dans ma recherche qu'un peu dans les recommandations politiques qu'on fait au Conseil d'analyse économique ou dans le rapport Blanchard-Tirole de l'année dernière. Et c'est cette idée que avoir une façon de comprendre ce que pensent les gens, comment ils raisonnent, quels sont leurs soucis d'équité, leurs contraintes, c'est extrêmement important. Et Thierry Pech a souligné cette importance, par exemple, avec la Convention citoyenne et d'autres méthodes comme ça. Une autre méthode, c'est d'avoir des enquêtes qui sont là comme des institutions, qui sont répétées, qui sont rigoureuses, et qui vraiment essayent de comprendre le raisonnement actuel sur des politiques importantes, sur des réformes proposées,
Et c'est quelque chose que les résultats que je vous ai présentés viennent d'enquêtes comme ça. Et c'est fait de plus en plus dans beaucoup de pays pour vraiment essayer de se plonger dans l'esprit des gens et être vraiment à l'écoute des problèmes, des contraintes, des anticipations. Et c'est vraiment un outil politique qui est en quelque sorte itératif, qui nous permet de réagir quand on voit que quelque chose et un problème ne va pas, et également de prendre en compte tous les soucis des citoyens. Donc c'est quelque chose qui, d'après moi, est extrêmement important à implémenter de façon systématique et vraiment comme une chose qui est là en France et qu'on utilisera et qui nous fournira plein d'informations extrêmement importantes. Donc, je voulais vraiment souligner que c'est quelque chose qu'on recommande à peu près tout le temps dès qu'on écrit un rapport sur un sujet politique, que ce soit au CAE ou autre part. Et donc, vraiment, c'est quelque chose à souligner. Sur les médias... Oui, est-ce que je peux vous poser cette question sur les médias? Oui, sur les médias, c'est pas quelque chose que j'étudie moi-même dans ma recherche. C'est plutôt des choses que d'autres chercheurs font. Et il y a des résultats très intéressants sur l'augmentation de la polarisation dans les médias. Donc, il y a un peu deux branches de la littérature. À nouveau, pas mon travail à moi, mais d'autres chercheurs excellents. L'une branche qui étudie comment, depuis, par exemple, les années 60-70, il y a une sorte d'augmentation dans la polarisation des médias, c'est-à-dire que maintenant, on peut presque dire ce journal-là ou cette chaîne de télé, elle est de droite ou de gauche. Quelque chose qui était en fait beaucoup plus rare avant. Et donc ça se voit aux États-Unis, ça se voit en Europe. Et donc le discours, si on regarde par exemple le type de mots utilisés, le type de thème abordé, change vraiment. Et bien sûr parce que les personnes ont une tendance à regarder des chaînes qui peut-être sont en accord avec leur vue politique, ça peut en fait creuser la polarisation encore plus, puisque l'information qu'on reçoit continue à être en ligne avec ce qu'on pense dès le départ, etc., etc. Et ça crée ce genre de, comme on appelle, des écochambres où on reçoit un type d'information et on continue à demander ce type d'information. C'est un travail vraiment bien fait par Matt Genskow ou Jesse Shapiro, mon collègue Harvard. Et l'autre type d'étude porte sur l'effet des médias sociaux, quelque chose de différent. Donc, par exemple, l'effet de Facebook, les réseaux sociaux. de Twitter, les réseaux sociaux, etc. Exactement. Et à quel point ils ont eu un effet peut-être bénéfique dans des pays qui sont sujets à des régimes plus restreints, par exemple des dictatures, où en fait il y a eu cet effet d'organisation de protestation, de coordination des gens. C'est un rôle très important que ces réseaux sociaux ont joué. Mais dans les pays, par exemple, comme la France ou les États-Unis, ils peuvent aussi avoir cet effet à nouveau un peu pervers de nous mettre dans des réseaux séparés où en fait on communique très peu entre les différents réseaux et on reste en quelque sorte dans son propre groupe, dans sa propre tribu. Et l'information qu'on reçoit, en fait, confirme un peu les choses qu'on pense déjà. Et donc, ça crée à nouveau cette polarisation. Donc, je trouve que ces études sont très, très intéressantes et c'est sûrement des choses importantes à prendre en compte. On va prolonger cette question sur les médias ici à Lyon avec une question de la salle qui va plus loin en soulignant le fait qu'en France, il y a plusieurs médias qui effectivement sont détenus, enfin des télés et des journaux, détenus par et contrôlés par quelques milliardaires. Donc effectivement, ça pose la question. Et il y a quelqu'un d'autre qui pose la question, les médias privés peuvent-ils volontairement ou involontairement fausser les perceptions de la société civile? Donc des questions très précises. Quel est votre avis ici, après l'avis de Stéphanie? Je pense que les médias s'inscrivent parfaitement dans le système général de déresponsabilisation collective. C'est-à-dire que c'est très commode de pouvoir dire, comme le font les Français, c'est la faute à l'État, au gouvernement, etc. Et au fond, pour reprendre à la fois le débat sur la confiance et le débat sur le temps qu'évoquait Philippe, la clé de tout ça, c'est d'apprendre à coopérer. Quand on met des citoyens en situation de coopérer ensemble, de répondre à des questions en responsabilité, on les rend meilleurs. Et ils se rendent de même meilleurs. Quand on met les partenaires sociaux en situation de prendre des responsabilités, on les rend meilleurs. Et puis, on va devoir imaginer des formats de coopération qui n'existent pas encore, comme l'ont fait les Suédois avec Fossil Free for Sweden en matière climatique, comme l'ont fait les Néerlandais avec les Climate Tables, comme ça se fait dans beaucoup de pays où on a l'habitude de coopérer.
Et donc, le grand guérisseur de la défiance, à mes yeux, c'est l'apprentissage et l'expérience de la coopération, qui est une expérience de la responsabilisation. Parce qu'il y a quelque chose de très confortable dans la défiance. Moi, je l'ai vu avec les citoyens. Ils adorent pouvoir dire « c'est la faute de l'État, c'est la faute du politique ». La République des parapluies descend jusque dans les chambres à coucher dans notre pays. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut que la société soit responsable aussi d'elle-même. Et vous savez, c'est presque indécent de dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société. Ce n'est pas le pouvoir, c'est la société elle-même. Elle a ses contradictions, elle doit les porter. C'était ça le sens de la critique sociale autrefois dans le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier n'allait pas défiler sous les fenêtres de l'Élysée de Matignon, il allait défiler sous les fenêtres du MEDEF. C'est ça qui se passait. Il y avait, alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, j'en sais rien, mais il y avait une compréhension des contradictions qui traversaient le social, qui responsabilisait les collectifs. On a beaucoup infantilisé la société à force de la confirmer dans l'idée que tout était la faute du pouvoir. Il faut arrêter ça, d'urgence. Et pour ça, il faut que le pouvoir retienne sa main aussi. C'est-à-dire qu'il laisse les gens coopérer dans les territoires, dans des cénacles comme l'a été la Convention climat pour les citoyens, dans la négociation sociale la plus quotidienne. Je m'intéresse en ce moment, j'en parlais avec vous, je crois, avant cet échange, aux zones à faible émission. Les zones à faible émission, les lois ont dit qu'il faudra en faire la LOM, puis la loi climat et résilience. Mais c'est aux collectivités locales de dessiner leurs zones à faible émission et de prendre des responsabilités devant leurs usagers en disant ben voilà, si vous n'êtes pas content, vous m'en ferez reproche, vous élirez d'autres personnes la prochaine fois, etc., etc. Donc, apprenons à coopérer, faisons des expériences de coopération à tous les étages et je pense que ça ira beaucoup mieux. Et on gagnera du temps en effet parce que les Suédois ont discuté, ils ont pris 10 ans d'avance sur nous. Les climate tables, vous savez aujourd'hui, 1/3 des bornes de recharge électrique des véhicules installés en Europe le sont aux Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que lorsque les Pays-Bas ont ratifié l'accord de Paris, ils n'ont pas dit, alors voilà, on ratifie et voilà comment on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ils ont dit, maintenant c'est vous, société civile, territoire, élus, partenaires sociaux, qui allez nous dire comment on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ils se sont mis d'accord sur l'électromobilité. On verra si c'était un bon ou un mauvais choix dans les années qui viennent. Enfin, en attendant, le truc a avancé. Il a avancé beaucoup plus vite que dans les pays où on ne discute pas, où on coopère peu. Ouais. Donc vous, votre réponse sur les médias, c'est un peu trop facile de dire c'est la faute aux médias. Mais les médias adorent ce récit où, après avoir porté un pouvoir sur le pavois, on le descend du pavois et on attend le suivant. Je veux dire, c'est ça le récit politique, médiatique. Voilà, on dézingue. Trouver un coupable et un bouc émissaire. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est plus facile. Moi, je suis ultra sensible à ce que Thierry vient de dire sur la coopération. Et je vais réfléchir 1 minute sur le premier coin du triangle, là, l'État. L'État, c'est qui? Parce qu'en soi, c'est une abstraction. Bon. Et je pense qu'on est soumis à 2 grands dangers. Il y a un danger sartrien et un danger Louis XIVien, si j'ose dire. Le danger sartrien, c'est l'enfer, c'est les autres. C'est l'État, c'est toujours les autres. C'est une espèce de monstre froid, extérieur, en surplomb, qui est supposé avoir des poches profondes d'ailleurs, d'où la dette publique. Mais voilà, l'État va régler tous nos problèmes, ou l'État est responsable de tous nos problèmes, mais l'État est extérieur. Donc l'État, c'est les autres. Louis XIV, c'est l'État, c'est moi. Il paraît qu'il ne l'a pas dit, d'ailleurs, c'est une phrase apocryphe. Mais je crois que c'est un surplomb très très fort dans notre inconscient collectif, c'est que c'est incarné dans une personne ou un groupe de personnes. Alors ça peut être dans notre histoire Bonaparte, De Gaulle ou le président de la République, quel qu'il soit, mais l'État est réduit à une personne. Moi, est-ce que Thierry, je trahis ce que tu as dit en disant que la vraie phrase qui est devant nous, c'est pas l'État c'est moi, c'est l'État c'est nous. Nous avons tous une responsabilité dans le fonctionnement collectif de ce pays. Ça commence par la participation aux élections, au passage. On a l'immense chance de pouvoir exercer la démocratie. On est en train de s'apercevoir, avec l'erreur tragique de la Russie sur l'Ukraine ou l'erreur tragique de la Chine sur le Covid, que les autocraties, ça va peut-être plus vite, tout ce qu'on nous raconte, mais ça peut faire des erreurs absolument tragiques. Donc c'est le moment d'utiliser nos droits démocratiques. Ça commence par le bulletin de vote, mais aussi construire ces coopérations, ces dialogues, etc. Et je crois profondément à ça.
Est-ce qu'on peut vous interrompre une seconde? Non, mais pour j'écoute le débat. J'avais en tête, en t'écoutant François, le passage de Montesquieu parle du tirage au sort dans l'Athènes antique. Et il dit, le tirage au sort donnait à chacun une espérance raisonnable de servir sa patrie. Oubliez le tirage au sort. Avons-nous, au-delà de l'élection, qui ne suffit pas, quelques moyens de dire chacun dans ce pays aura dans sa vie une espérance raisonnable de servir sa patrie? Je crois que nous n'avons pas répondu à cette question. Et je crois qu'il faut répondre à cette question. Est-ce que chacun d'entre nous, au cours de notre existence, nous sommes en situation de nous mêler des affaires publiques au point d'en prendre une part de responsabilité, là où nous sommes, dans l'entreprise où nous sommes, dans la ville où nous sommes, dans le quartier où nous sommes? C'est ça dont il faut que nous fassions l'apprentissage et l'expérience. Et cet apprentissage, cette expérience nous rendent meilleurs, nous grandissent. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les yeux de mes citoyens. Ils étaient bien meilleurs après cette expérience qu'au début, bien plus grands, bien plus responsables. Je voudrais que chacun d'entre nous ait cette chance une fois dans sa vie. Une espérance raisonnable de servir sa patrie. Je suis d'accord. Je ne sais pas si le tirage au sort est la réponse. Et je n'évacuerai pas tout de suite la question de la participation aux élections. Je pense que ça commence par ça, mais ça ne suffit pas. Voilà. Et j'ajoute une chose sur le rôle des experts, parce qu'ils peuvent contribuer à rendre cet intérêt au débat. Stéphanie a cité au passage le rapport Blanchard-Tirole. Je trouve que c'est un épisode un peu triste, mais hélas illustratif de ce qu'on pourrait faire mieux. Je vous rappelle, Jean Tirole, Olivier Blanchard, je crois que Jean Tirole était ici il y a 2 jours, 2 économistes éminents sont chargés par le président de la République d'une commission qui comprenait d'autres économistes éminents, Philippe notamment, et ils font un rapport, on pourrait dire un rapport de plus, de mémoire sur 3 questions brûlantes, le climat, les inégalités, les retraites. Hein? Jusque-là, on pourrait dire rien de très classique. Simplement, dans le rapport, et allez regarder, il y a un résumé bien fait au début. Ils disent, voilà nos convictions d'économistes, c'est à chaque fois le premier chapitre. Puis il y a un deuxième chapitre qui est, voilà les perceptions sur le sujet. Exactement le point de Stéphanie. Et voilà pourquoi les perceptions rendent compliquée la mise en œuvre de nos convictions d'économistes. Et à partir de là, un 3e chapitre en disant comment on va essayer d'avancer. Je ne dis pas que 100% était vérité révélée, etc. Mais quand même, c'est un des rapports les plus intéressants, remarquables que j'ai lus, parce qu'il faisait un effort sur la méthode. Là où l'histoire devient plus triste, c'est que rien ne se passe derrière. Or, le timing était idéal. Le rapport est remis à l'été 2021 et à l'automne commence le débat présidentiel, le plus grand débat démocratique de notre pays. Rien. Je crois qu'aucun des candidats n'a cité, Philippe, aucune des propositions ou des analyses de Tirole-Blanchard. Je ne me lasse pas de la méthode pour autant, mais voilà une façon d'utiliser des travaux des experts, mais qui ne soient pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Alors, si on a épuisé provisoirement la question des médias, mais je pense qu'on pourra revenir sur les réseaux sociaux, parce qu'à mon avis, ils ont leur rôle. Une question de la salle sur la place, parce que je l'ai évoqué aussi en démarrant cette conférence, la place de la nature et de l'environnement. Qui est porte-parole de la nature et des ressources de la planète dans ce fameux triangle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que notre croissance et l'innovation de demain, elle sera réellement respectueuse de l'environnement. Et sur cette urgence climatique, il y a une autre question qui est un peu connexe, c'est la coopération, c'est bien, mais quand la maison brûle, ne faut-il pas un chef des pompiers pour éviter que chacun ne parte dans tous les sens? Voilà, donc cette double question du climat, de l'environnement. Philippe? C'est-à-dire que j'ai travaillé avec d'autres beaucoup d'autres avant moi sur des études. Comment organiser la transition écologique et lutter efficacement contre le climat. C'est vrai que on a eu un débat hier matin sur cette question. La décroissance ne peut pas être la façon d'y arriver. Parce que on va pas revenir avant 1820, on a besoin quand même de prospérité pour améliorer la qualité de vie, pour vivre mieux, etc. Donc l'alternative, c'est innovation verte, c'est-à-dire innover pour économiser sur l'énergie, innover pour trouver des sources d'énergie plus propres, innover dans nos modes de vie,
c'est l'innovation dans toutes les dimensions. Donc, alors évidemment, beaucoup de ces innovations, c'est nous, c'est les citoyens, mais c'est aussi les entreprises qui les font. Donc, les entreprises jouent un rôle crucial pour l'innovation verte. C'est eux qui mettent au point les innovations. D'accord ? Donc là, on voit déjà le pôle entreprise très naturellement. Le problème, c'est que spontanément, elles n'innovent pas dans les technologies vertes. Ceux qui ont innové dans les technologies polluantes tentent à continuer de faire ce qu'ils faisaient bien avant. Et donc, il faut pousser, inciter les entreprises à aller vers les technologies vertes. Elles ne le font pas spontanément. Et là, l'État a des outils et la société civile ont des outils. L'État, la taxe carbone, c'est évident que si on augmente le prix du carbone, on rend moins profitable de produire et d'innover dans des technologies polluantes. C'est clair, c'est un fait, c'est un instrument. Mais il faut le faire intelligemment et c'est là que Stéphanie et le rapport Blanchard-Tirole, etc., sont cruciaux parce qu'il faut prendre en compte comment le faire de manière qui soit acceptable socialement. Et puis l'autre instrument, c'est la politique industrielle verte. On est vacciné parce qu'il y a eu la BARDA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority. C'est une manière intelligente de faire de la politique industrielle. Nous, en France, on ne sait pas faire de la politique industrielle. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils disent quand on a des missions, voilà une technologie de base qui s'appelle l'ARN messager, et on va en 1 an produire des vaccins en masse. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, l'argent vient d'en haut du gouvernement, ils nomment des chefs d'équipe, les chefs d'équipe suscitent plein de laboratoires concurrents. Et là, c'est la partie de bas en haut. Il y a la partie de haut en bas et la partie de bas en haut. Et en 1 an, ils nous sortent, on est tous là, quoi. C'est grâce à eux. C'est eux qui ont tout fait, d'accord? Eh bien, il faudrait faire l'équivalent pour les énergies propres de la BARDA. Il faut créer des Defense Advanced Research Project Agency au niveau européen. Et voilà des beaux projets que nous pourrions faire. L'Europe des projets. Avec nous, avec les Allemands, avec les Anglais. Bon, ils ont quitté l'Europe, mais peut-être sur l'énergie, on peut coopérer avec eux dans cette grande barda européenne pour justement pousser ça. Donc ça, c'est un levier formidable. Le rapport Blanchard-Tirole propose d'ailleurs la création d'une DARPA énergie, d'accord, en plus de la taxe carbone. Et puis, il y a les consommateurs, parce que les consommateurs, c'est eux qui poussent à aller vers l'innovation verte. Parce que maintenant, on les informe. On informe maintenant sur le contenu carbone des productions et des inputs des différentes entreprises. Donc on peut classer les entreprises. Oh là là, celle-là, elle n'est pas... Et on sait que ça, c'est une force énorme. J'ai fait une étude avec Roland Benabou et d'autres co-auteurs où on montre que l'effet combiné de la pression des consommateurs et de la concurrence entre entreprises pour justement répondre mieux aux consommateurs, ça équivaut à 3 fois l'augmentation du prix du carbone qui a créé les gilets jaunes. Vous pouvez avoir 3 fois l'équivalent. Ça a l'effet équivalent en termes d'inciter les entreprises à innover plus vert. Cette pression des consommateurs avec la concurrence qui équivaut à 3 fois l'augmentation du prix qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes il y a 2 ans. Donc c'est une force extraordinaire. Et ça, c'est la société civile. La société civile a un rôle énorme à jouer pour rediriger le changement technique vers les technologies vertes. Donc on voit qu'on a ce triangle, on peut vraiment le mobiliser, quoi. L'État, la société civile, elles sont là pour rediriger l'innovation des entreprises vers les technologies vertes. Et je pense que ça va être vraiment clé pour arriver à oui, ce que je voulais dire. Et donc d'une certaine manière, là, on réhabilite, alors non pas les médias, mais en tout cas une forme de communication, celle qui fait la réputation des uns et des autres, des entreprises qui sont vertueuses ou pas. Et ça, effectivement, c'est le côté positif y compris des réseaux sociaux qui peuvent pointer les bons et les mauvais, entre guillemets. Le name and shame. Ouais. Je nomme et la honte pour ceux qui ne font pas. Ouais. Et n'achetez pas chez eux. Et comme il y a la concurrence, vous pouvez l'acheter chez quelqu'un d'autre. Oui, prenez le micro si vous voulez intervenir. Alors, un élément complémentaire. Le premier, vraiment, pour répondre à votre question en disant, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite en termes d'acceptabilité de politique? Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'un point de vue environnemental? Est-ce qu'il faut mettre la taxe carbone? Est-ce qu'il faut réguler directement? Moi, j'ai l'impression, alors, j'ai un message d'optimisme. Je commence par ça. Il y a encore à peu près 10 ans, vous aviez beaucoup de travaux en économie qui s'étonnaient de la très grande distance entre le point de vue des économistes et le point de vue des citoyens. Vous aviez en particulier un papier merveilleux de Zingales. On avait présenté justement à la Banque de France avec Zingales. Donc Zingales avait son papier, et moi j'avais fait avec Marion Lafourcade un papier qui s'appelait « La supériorité des économistes », qui vous montrait les économistes en général. Si vous voulez reconnaître un économiste, vous regardez sur la page web, en général, ils sont toujours seuls en train de monter ou en haut d'une colline.
Leurs photos, ils choisissent comme photo pour voilà, se Vous présenter. prenez les pages web des sociologues, ils sont en groupe, très loin, etc., à la plage. Je caricature, mais il y a aussi... Alors, je ne dis pas qu'il y a eu un progrès sur la photo de page web des économistes, mais sur la façon dont on tient compte aussi un peu des perspectives des citoyens. Pourquoi ? Parce que ce qu'on montrait dans ces papiers, c'est que sur les dossiers, sur les sujets où il y avait le plus de consensus entre économistes, par exemple la taxe carbone, c'était justement là où il y avait le plus de distance par rapport au point de vue des citoyens. Et l'une des grandes questions, et c'est ce que revisite d'une certaine façon Jean Blanchard et Jean Tirole, c'est de se dire, mais parce qu'il faut absolument qu'on évite de raisonner juste en termes d'efficacité, mais aussi de redistribution, d'équité, etc., d'acceptation et société civile. C'est d'une certaine façon exactement ce que fait Stéphanie dans ses travaux, c'est exactement ce que vous avez fait dans la Convention citoyenne en essayant de faire émerger la façon dont les citoyens réfléchissent, parce que dans le vote, on voit juste le résultat. Ça, c'est la partie optimiste. Mais est-ce qu'on arrive maintenant vraiment à embrayer sur certains consensus ? Alors là, pour le coup, je pense que la question reste encore ouverte. Et donc, je passe la balle à Thierry d'une certaine façon sur pourquoi est-ce que la Convention, finalement, n'a pas voté pour la taxe carbone. Moi, ce que je vois juste à l'heure actuelle, c'est que si on ne trouve pas très rapidement de consensus, il y aura une polarisation très forte. Je vous donne juste un exemple. Vous avez eu à peu près une augmentation en moyenne de 10-15 euros sur les billets de la SNCF. Les billets SNCF, au cours de ces 3 derniers mois, vous avez une baisse de 15% du trafic. Vous avez eu paradoxalement un doublement. Donc ça veut dire que 20% de personnes sont là à calculer 2 euros, 3 euros. Hein. Vous avez eu pratiquement un doublement du prix des billets d'avion et les transports d'avion se sont augmentés de 40%. Donc sur cette partie-là, ça va créer vraiment une polarisation de la société civile. En gros, les riches peuvent toujours se permettre, exactement. quel que soit l'enjeu climatique, donc il y aura faire une polarisation leur de la société civile sur une régulation très très forte, par exemple, des vols. On le voit, il y aura une interdiction, un moment de demande d'interdiction. Donc si on n'arrive pas un tout petit peu à créer du débat autour de ça, je pense qu'on aura une société très polarisée. Et ce que vous dites, c'est que le signal prix ne peut pas être le seul levier pour une bonne politique environnementale. Je dis qu'il est très important. Oui, alors, mais il ne suffit pas. Il est très important, mais son acceptabilité sociale est insuffisante. Okay. Alors, plusieurs choses. D'abord, pour ceux qui adorent la taxe carbone, rassurez-vous, elle existe là aujourd'hui. Les prix n'ont jamais été aussi élevés sur les hydrocarbures. On n'a même pas besoin de rajouter une taxe. Si vous voulez dissuader les gens... C'est un peu la taxe Poutine, non, mais je plaisante la taxe pas. Carbone. C'est la taxe Poutine, maintenant. Exactement. Je plaisante pas. Je disais ça à Christian Gaulier. Ils sont obligés d'en convenir. Voilà, les hydrocarbures n'ont jamais été aussi élevés. Donc la taxe carbone et ses effets, on les a là, maintenant, tout de suite. On pourra peut-être... C'est presque une horreur de le dire comme je vais le dire, un jour remercier Poutine d'avoir accéléré le calendrier du rendez-vous avec la sobriété et la décarbonation. Deuxième point, les citoyens de la Convention climat, ils adoraient le signal prix. Ils en mettaient partout. Ils étaient pour la taxe carbone aux frontières. Ils disaient d'ailleurs, on pourra envisager de revenir à une taxe carbone telle qu'elle était conçue le jour où on aura déjà fait la taxe carbone aux frontières. Enfin, le mécanisme d'ajustement carbone, bon. Ce qui n'est pas simple, hein, chacun le sait, c'est très compliqué à faire. Et puis, ils mettaient du signal prix dans les billets d'avion, etc. Mais ils disaient, ne nous mettez pas le singe sur l'épaule. Le pays a été mis à feu et à sang à partir de cette polémique. La plaie est encore trop sensible pour qu'on y revienne. Et par ailleurs, il disait quelque chose qu'il faut entendre. Il disait, il faut des alternatives avant de faire des incitations à faire autrement. Et les alternatives, elles ne sont pas encore là, toutes mûres. L'électromobilité, on commence. Les prix d'entrée de gamme sont trop élevés. Les mobilités douces sont insuffisamment développées. Donc ils disent quelque chose de sage, qui est que le fétiche des économistes, qui est la régulation par le prix, pardon de le dire, c'est un peu votre grand fétiche, les amis. Moi, je ne suis pas économiste, mais je sais que vous adorez ça. Il y a un moment, ça ne suffit pas. Le social s'organise aussi avec des normes et avec des objets, et pas simplement avec des signaux de prix. Ça compte,
Mais ça ne suffit pas. Et ils disaient ça, les citoyens, et je crois qu'il faut l'entendre, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Quand on aura des voitures électriques en leasing à 100 € par mois, quand on aura des entrées de gamme au prix, disons, de véhicules d'occasion de moyenne gamme aujourd'hui, quand on aura tout ça, on en reparle. Et on pourra y revenir probablement. Alors, une pierre dans le jardin des fétichistes. La parole sur ce que disait est à la Philippe, défense, les fétichistes vont répondre. Si je peux abuser de la parole encore 2 minutes, Oui. il y a une question. Bon, je vois très bien ce que dit Philippe et je recommande la lecture de ses papiers là-dessus, parce que c'est très roboratif. En même temps, il y a une dimension temporelle dans cette affaire qui risque de heurter le rythme de l'innovation. Et c'est souvent ce que disent les entrepreneurs, d'ailleurs. Hein. Ils disent que le temps de l'innovation n'est pas celui... Bon, le Fit for 55, c'est dans 7-8 ans. Donc, le moins 55% d'émissions par rapport au début des années 90, qui est l'engagement européen. C'est très, très court, 7-8 ans. Donc, il va falloir faire avec les technologies qu'on a. Peut-être il y aura de la disruption, on le souhaite. Peut-être on découvrira des sauts qualitatifs dans la façon de stocker l'électricité, j'espère. Mais on ne peut pas attendre ça. On est obligé de faire avec ce qu'on a et d'avancer. Et ça, c'est une temporalité qui est un étau considérable. François Villeroy-de-Galhau. Non, je trouve cette question du climat, non seulement elle est vitale, mais elle est extrêmement intéressante par rapport à notre triangle. Moi, je vais répondre très clairement à votre question, Jean-Paul. Dans le triangle, qui prend la charge du climat ou qui a sonné l'alarme? Là, pour moi, la réponse est très claire, c'est la société civile. Je le dis avec humilité, si j'ai changé sur ce sujet, comme pas mal de gens de ma génération, c'est grâce aux ONG, malgré leurs excès, et c'est grâce à mes enfants. Il me semble que l'autre bonne nouvelle, c'est que dans le triangle, on a aujourd'hui, même si ça ne suffit pas, l'État et le marché qui ont tendance à être alignés dans le sens de la transition climatique. Et je vais l'illustrer, en tout cas par un domaine que je connais bien, où on essaie d'être actif, c'est tout ce qui est finance verte, obligations vertes, etc. Objectivement, les choses ont énormément changé depuis 10 ans, et le marché est preneur du développement de la finance verte. Il se trouve que l'État ou les institutions publiques comme la Banque de France jouent un rôle très actif. On a créé, nous, à Paris, un réseau qui s'appelle NGFS. Le sigle anglais veut dire Réseau pour verdir le système financier. On a commencé à 8 autour de la table. On est maintenant 120. Et on produit énormément de choses concrètes. Bon, ça, je crois que c'est 2 raisons positives ou d'optimisme, pour reprendre le terme de Yann. Maintenant, moi, je vais dire assez clairement que ça ne suffit pas et que j'ai 2 inquiétudes aujourd'hui. La première, c'est l'histoire du prix du carbone. Alors, je ne sais pas si je me mets dans la position de la défense, des positions ingrates, et je ne suis pas fétichiste, je le dis pour Thierry. Et je suis d'accord que ça ne suffit pas et qu'il y a plein de conditions de succès, notamment la redistribution et le sentiment de justice. Mais je crois que c'est nécessaire, un prix du carbone. Ça peut prendre la forme d'une taxe, ça peut prendre la forme de quotas, ça peut peut-être prendre d'autres formes. Mais s'il n'y a pas alignement des intérêts économiques, tôt ou tard, par exemple, la finance verte va trouver sa limite. On ne financera des investissements décarbonés que s'ils ont une rentabilité. Et ça, je crois que ça passe tôt ou tard par un prix du carbone. Après, il faut avoir tout le débat et prendre toutes les précautions que Thierry a dites. Moi, j'ai une deuxième inquiétude, c'est l'histoire de la guerre en Ukraine. Là, je voudrais être assez explicite. Alors on peut dire, Poutine a introduit, tu l'as dit par provocation, a introduit une forme de taxe carbone. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que d'abord c'est temporaire, c'est de la volatilité, c'est de l'incertitude. Ça ne construit pas une stratégie d'investissement sur 10 ans ou sur 20 ans. Or c'est ça qu'il faut. Et deuxièmement, si taxe il y a une taxe qui est payée à l'extérieur. C'est un prélèvement. Ce n'est pas organiser de la redistribution pour financer la transition climatique. Non, mais je pousse la provocation de Thierry, mais la taxe carbone ou un prix du carbone, c'est autre chose. C'est qu'on taxe des externalités négatives et on dégage des ressources positives pour accompagner la transition. Voilà, la taxe Poutine, c'est pas ça. Mais mon autre inquiétude, c'est qu'on voit bien qu'au moins à court terme, il y a une contradiction. C'est qu'aujourd'hui, la première préoccupation de beaucoup de pays occidentaux et de beaucoup d'industriels, c'est de trouver une diversification à toute allure d'autres énergies fossiles et de pousser la relance de l'investissement dans les énergies fossiles ailleurs qu'en Russie. Alors, à long terme,
Et je crois absolument qu'il faut qu'on construise très très vite ce chemin de compatibilité. Il y a peut-être des urgences sur 1, 2, 3 ans maximum. À long terme, la réponse est la même. Et sortir de la dépendance vis-à-vis de la Russie, c'est accélérer la diversification énergétique, le renouvelable, le nucléaire, très fort. Mais aujourd'hui, l'alignement de l'urgence de la guerre en Ukraine et de l'impératif de long terme de la transition climatique n'est pas encore réalisé. Est-ce que je peux demander à Stéphanie Sancheva ce qu'elle pense de notre débat sur le climat et sur la meilleure façon d'aborder la transition écologique? Oui, ça tombe bien parce qu'on vient de faire une très grande étude en coopération avec l'OCDE dans 20 pays sur en fait, les perceptions sur le changement climatique et les politiques climatiques. Et donc, je peux vous dire quelques résultats clés qui en ressortent. Une des choses très très fortes, c'est que les perceptions sur les politiques climatiques sont assez partagées dans ces 20 pays qui sont très différents. Donc par exemple, souvent sur beaucoup de politiques climatiques, les gens comprennent les bienfaits environnementaux, ce qu'on peut appeler l'efficacité. Donc comme on vient de parler, un peu ce dont parlent les économistes, l'efficience, l'efficacité. C'est relativement bien compris. Par contre, les gens se soucient aussi des effets distributifs de ces politiques. Donc à quel point elles vont affecter les personnes à plus bas revenus ou les ménages vulnérables par rapport aux autres. Et en général, beaucoup des politiques principales qui sont en place aujourd'hui ou proposées sont perçues, à tort ou à raison, comme étant très régressives ou plutôt régressives. Et une autre chose qui apparaît, c'est que les personnes perçoivent aussi potentiellement des effets négatifs sur leur propre ménage, surtout si eux-mêmes sont à bas revenus, s'ils habitent dans des milieux ruraux, s'ils n'ont pas accès à des transports en commun. Donc, en gros, si leur style de vie est plus dépendant des énergies fossiles, ils perçoivent des effets potentiellement très négatifs sur leur ménage. Et si on regarde ce qui explique le soutien à l'action climatique, on voit que c'est vraiment trois perceptions clés qui sont intéressantes par ce qu'elles contiennent, mais aussi ce qu'elles ne contiennent pas. La première, c'est le souci d'efficacité. Donc, les gens, bien sûr, ils veulent des politiques qui sont clairement efficaces pour réduire les émissions. Et là, il y a des politiques qui sont plus populaires que d'autres. Mais les gens veulent aussi, ils ont un très fort souci d'équité. Donc, ils veulent savoir que la politique n'est pas régressive, qu'elle ne va pas bénéficier, par exemple, seulement aux personnes plus riches et faire mal aux personnes plus vulnérables ou à bas revenus. Et c'est intéressant, ça se rapporte un peu à nos discussions entre les mécanismes de prix et les régulations. Les mécanismes de prix sont très bien acceptés, mais parfois la régulation est préférée. Par exemple, quand il s'agit d'interdire les véhicules polluants, les gens préfèrent une interdiction pure et simple plutôt qu'un malus sur ces véhicules, avec l'idée que c'est plus équitable puisque ça affecte tout le monde et que ce sera impossible pour des personnes plus aisées à payer pour polluer. Et la troisième chose qui affecte le soutien aux politiques, c'est bien sûr l'impact financier sur leur propre ménage. Et donc, c'est très important que les gens perçoivent que soit ils vont être aidés, soit cette politique va être redéfinie afin de ne pas affecter leur ménage. Et avec ça, ressortent des politiques très intéressantes. Par exemple, les politiques d'investissement, comme les subventions aux technologies, aux infrastructures bas carbone, un peu, en gros, les politiques d'innovation que souligne Philippe, sont très populaires et sont très appréciées. Des interdictions pures et simples, par exemple, comme interdire les véhicules polluants dans les centres-villes, c'est quelque chose qui est aussi relativement soutenu, peut-être à cause de ce souci d'équité. La taxe carbone, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'a priori, elle apparaît extrêmement non populaire, ce qui ne nous surprend pas. Mais en fait, ça dépend de façon cruciale comment sont utilisées les recettes de cette taxe. Donc, plus les recettes sont utilisées de façon progressive, par exemple, elles sont utilisées pour donner des aides ciblées vers les ménages à bas revenus ou des aides ciblées vers les ménages vulnérables, plutôt que, par exemple, des transferts égaux à tout le monde, ou surtout pas une baisse dans les réductions dans les impôts sur les sociétés ou des aides aux sociétés. Quand elles sont utilisées pour des causes un peu progressives, quand en fait toute la politique devient plus progressive et que c'est compris, ça devient en fait quelque chose d'assez populaire. Et juste pour finir, une des recommandations qu'on fait à la base de cette enquête, dans une des notes CAE qu'on a écrites sur ce sujet, c'est que il faut absolument avoir un séquençage des politiques. Donc, bien sûr, à terme, on voudrait avoir un prix carbone qui soit élevé afin de dissuader les gens d'utiliser ces technologies,
Mais dans le court terme, il faut absolument aider les gens, à faire face aux prix des énergies actuels, et donc que ce soit fait de façon ciblée, soit avec des transferts des ménages, soit avec des subventions. Et à court et moyen terme, il faut absolument aider aux gens à avoir des moyens de substitution, c'est-à-dire à s'équiper en technologie bas carbone. Sans quoi, une taxe carbone, c'est quelque chose d'extrêmement punitif. Si les gens n'ont pas de moyens de substitution, c'est simplement un transfert négatif, ce n'est pas une taxe corrective qui va changer les comportements. Donc, c'est quelque chose qui doit être annoncé pour le futur, peut-être sur une trajectoire croissante, mais il faut d'abord laisser le temps d'adaptation qui est extrêmement important. Merci Stéphanie. Philippe Aghion. D'accord, c'est tout à fait intéressant ce que vient de dire Stéphanie. Et je crois que ça veut dire, en fait, on va devoir dépenser beaucoup de capital à court terme. Bon, l'innovation, ce n'est pas des trucs très longs. Tu sais, par exemple, les batteries, ça va très très vite, l'innovation dans les batteries. Ce n'est pas un truc dans 40 ans, hein. Mais il faut des moyens. Donc, c'est capital, investissement en capital, innovation même à court à moyen terme pour rendre les technologies existantes moins chères. Et on aura les ressources nécessaires. Le problème va arriver le suivant, c'est tout le débat sur le budget et c'est tout le débat sur Maastricht. Et je sais que là, je vais choquer mon voisin, mais je pense qu'on ne peut pas garder Maastricht comme c'était avant, je ne sais pas d'ailleurs. C'est-à-dire la réinterprétation, c'est peut-être réinterpréter, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un traité de Maastricht sur le budget, mais quand on sait qu'on va devoir faire des grosses dépenses, parce que le danger est le suivant, c'est qu'à une interprétation trop littérale de Maastricht nous conduise à retarder des investissements qu'on doit faire dans l'environnement. Et à ce moment-là, on sait que si on retarde, les études le montrent, c'est beaucoup plus cher de les faire après. Donc, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures? On laisse une dette monétaire, mais on laisse aussi une dette environnementale. Et il faut regarder les deux ensemble. Si moi, simplement pour baisser la dette monétaire que je laisse aux générations suivantes, je dis je vais repousser les investissements, en fait, eux vont devoir investir beaucoup plus. Et donc, au total, je leur laisse en fait une dette beaucoup plus grande. On ne peut plus raisonner de la même manière quand la transition écologique est au centre. Je voulais un petit peu mettre un peu de... Oui. Mais il faut faire la réforme des retraites et tout ça pour être crédible, pour pouvoir faire ces investissements. Voilà. Donc, ce n'est pas l'idée qu'il faut être non responsable, mais il faut avoir... Ce que j'appelais un peu l'approche Draghi, mais c'est peut-être l'approche François, je ne sais pas si tu as la même. C'est-à-dire dire, je fais des réformes dans les dépenses récurrentes pour augmenter le taux d'activité, etc., parce que je vais devoir, par ailleurs, faire ces investissements dans cette transition énergétique. Alors, je vais mettre un peu plus la pression sur François en rajoutant sur ce que dit Elle Philippe. était déjà forte. Non, mais c'est le si même vous voulez raisonnement. bien, je double mon temps de parole en réponse. Attends, François, attends. Si on avait fait, au moment du Grenelle de l'environnement, quelques dizaines de milliards d'investissements dans les années qui ont suivi sur les ENR, on économiserait combien de dizaines de milliards aujourd'hui dans la crise ukrainienne? Raisonnons comme ça. C'est le même raisonnement projeté dans le passé. Si on avait eu un cadre budgétaire nous permettant de faire des investissements avisés en 2007, 2008, 2009, etc., on aurait économisé beaucoup d'argent aujourd'hui, beaucoup de dépendances géopolitiques. Donc je trouve que le raisonnement de Philippe est encore plus valable aujourd'hui. Oui. Alors, une annonce en fin de session. Le gouverneur va peut-être nous annoncer la fin des critères de Maastricht. Donc je vous demande d'écouter attentivement. Je vous rassure, je vais être court. Mais je vais simplement rassurer Philippe, Thierry et tous ceux qui seraient inquiets dans la salle. Maastricht n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Je vais vous citer, je vais vous citer des chiffres pour qu'on soit tous à l'aise. Il se trouve que j'étais à Maastricht, moi ça atteste de mon caractère vénérable, mais j'étais à Maastricht il y a 30 ans. Vous savez quel était le niveau de la dette publique en France il y a 30 ans au moment de Maastricht? 40% du PIB. Et aujourd'hui, on vous laisse là une facture à 110%, à peu près presque multipliée par 3. Rien ne nous a empêchés depuis de financer des investissements. D'ailleurs, on en a fait pas mal. Regardez l'état de notre réseau routier. Simplement, on a fait des choix qui n'étaient sans doute pas des choix extrêmement favorables aux investissements climatiques. Mais Maastricht n'a rien à voir là-dedans. Il y a par ailleurs un petit... 3% de déficit. Le 3% de déficit, que je sache quel est le nombre d'années depuis où la France l'a respecté. Oui. Donc, c'est un peu facile de dire tout ça, c'est les règles de Maastricht. Tout ça, c'est nos choix collectifs. Je voudrais juste dire deux choses en complément par rapport à ça. La première, c'est que
la génération des jeunes qui sont là récupère une dette climatique à laquelle vous êtes ultra sensible, à juste titre. Vous récupérez aussi une dette financière qui est à peu près la même chose, honnêtement. C'est qu'on s'est débarrassé de nos problèmes sur la génération suivante. Et j'en suis pas beaucoup plus fier. Mais c'est la même problématique. Je vais le dire autrement, on ne traitera pas la dette climatique en augmentant la dette financière qu'on transmet à la génération suivante. Par contre, qu'il y ait des marges d'économie importantes sur le fonctionnement courant d'un certain nombre d'administrations publiques, ça, j'en suis convaincu. Mais ça s'appelle un débat budgétaire sur la qualité et les priorités. Honnêtement, il n'a pas très souvent lieu dans notre vie démocratique. La deuxième chose que je voudrais dire, qui est une façon un peu plus facile d'accommoder cette difficulté, c'est qu'il y a aussi une bonne partie qui peut se financer par des investissements privés. Toute la transition climatique ne va pas reposer sur des investissements publics. Je parlais tout à l'heure de la finance verte, de l'alignement de l'État et du marché. Ça suppose simplement qu'il y ait une rentabilité de ces investissements climatiques, et on va retrouver, Thierry, la problématique du prix du carbone avec effectivement une partie de la redistribution. Mais si nous pensons, alors là je voudrais casser une illusion, et pardon si tout le monde pense qu'une solution facile pour régler la transition climatique, c'est de changer les critères de Maastricht, c'est faux. Voilà, je veux le dire très clairement, parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait depuis 30 ans, et si on ne l'a pas fait, ce n'est pas à cause des critères de Maastricht. Hein. Mais je crois qu'il y a d'autres solutions devant nous, et je crois qu'on souhaite tous, dans ce débat un peu éclairé, d'avoir un vrai débat sur nos priorités budgétaires. Il y a le climat, il y a l'éducation, il y a les dépenses d'avenir. C'est là, je suis extrêmement sensible, par contre, à ce que Philippe Aghion a suggéré, c'est-à-dire un parallèle entre le grand Mario Draghi et ma très modeste personne, c'est la qualité des dépenses publiques. En France, on est obsédé, et ailleurs, on est obsédé par la quantité. On se dit que plus de dépenses publiques va régler nos problèmes. Non, plus de dépenses publiques, ça accroît votre problème à vous. Hein, c'est-à-dire la dette financière qu'on vous laisse, qui est une autre forme de pollution. Hein. Mais ayons ce vrai débat sur nos priorités, éclairons-le peut-être par des experts, et je trouve que la méthode Blanchard-Tirole encore était formidable. On peut commencer par un truc ultra modeste. J'étais au Japon au début de la semaine et j'ai expliqué l'Europe. Alors l'Europe, vue de l'extérieur, c'est très compliqué, hein, 27 pays, etc. Mais j'ai dit d'abord, écoutez, on arrive en général à régler nos conflits, et c'est un très bon exemple de coopération. On ne l'a pas cité jusqu'à présent, mais en Europe, on a été obligé de se faire confiance. Et le fameux couple franco-allemand, au passage, c'est pas du tout bisounours, ça ne l'a jamais été. On est toujours partis de positions différentes. Pas en ce moment, en tout cas. Et particulièrement pas en ce moment, mais je peux vous dire là aussi, avec mon côté vénérable, qu'au moment de Maastricht, c'était pas trivial non plus. Mais c'est justement parce qu'on n'est pas d'accord qu'on s'oblige à coopérer, à avoir une solution. Donc l'Europe, d'abord, c'est un assez bel exemple de coopération. Et puis surtout, sur ce débat budgétaire là, qui nous occupe, c'est un excellent exemple de comparaison. On a la chance d'avoir 26 autres pays qui ont à peu près le même modèle social que nous et qui ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Thierry citait très légitimement les Pays-Bas tout à l'heure, pays au moins aussi intéressant que la Suède. Ben, allons regarder ce que font les autres. Et après tout, je vais faire une révélation. Ça va être ça, le scoop pour les GECO de Lyon. Je vais le dire en termes peu gouvernatoriaux, si vous me le permettez. On n'est pas plus con que les Néerlandais. Ça aurait presque pu être une conclusion, mais ça peut l'être. Alors, enfin, il nous reste 4 minutes. Ça nous laisse le temps à chacun et à chacune, j'inclus Stéphanie, de faire 1 minute de conclusion, si vous le voulez, ou si vous avez quelque chose à rajouter. Mais sinon, c'est la phrase du gouverneur qui restera comme ça. Pas de regret. Non, un petit mot. Pardon, je vais quand même prendre une précaution si jamais il y a des journalistes dans la salle, qu'on soit d'accord que cette phrase était off the record, sinon je vais avoir quelques ennuis dans les prochains jours. Alors une petite précision, le off the record, quand on est aussi nombreux, ça n'existe plus vraiment. Je veux dire.
Et puis il y a une captation là, on peut pas faire croire que ça n'a pas existé. Mais bon, vous connaissez suffisamment la règle du jeu. Mais c'était de l'humour. Alors c'est pas l'humour corrézien, mais c'est l'humour de la. Laurent, de la Banque de France. tu aggraves la question. Un dernier mot de conclusion. Non, moi je veux dire, j'ai confiance pour conclure sur une chose, c'est qu'on est plutôt bon dans l'urgence et la crise, et plutôt mauvais par temps calme. Alors les temps qui viennent ne sont pas des temps calmes. Donc je pense qu'on va être bon. Nous les Français. Oui, nous les Français et nous les Européens, c'est là qu'on fait les bons mouvements collectivement. C'est triste, mais c'est comme ça. Les temps qui viennent ne sont pas roses, et donc nous allons être bons. Voilà. Merci. Un mot de conclusion. Je plus sois à ce que vient de dire Thierry, à la lumière de la crise Covid, où au départ, cette coopération entre les différents acteurs a été très difficile, et finalement, chacun a appris à coopérer. Énormément d'initiatives sont remontées, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau de la confiance que faisait le gouvernement auprès des citoyens, confiance des citoyens auprès du gouvernement. Donc tout ça, à mon avis, est positif, et je crois qu'il faut qu'on conclue quand même un peu sur des paroles optimistes. Oui. Merci pour ce message d'espoir. J'ai un micro. Stéphanie, si vous nous entendez, un mot de conclusion, très brièvement. Oui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important de continuer à écouter les citoyens, à comprendre leurs perceptions, et c'est quelque chose que personnellement je vais continuer dans ma recherche, mais j'espère que ça va être aussi adopté de plus en plus comme un outil politique et un outil social pour vraiment mieux comprendre les perceptions, les attitudes, les attentes. Merci. Philippe. Très rapidement. Oui. Je crois que là maintenant, c'est clair qu'on va devoir, si on peut reprendre l'approche Draghi-François, on va devoir faire des choses, des restrictions sur des dépenses récurrentes, on va devoir travailler plus. Ça, c'est clair. Assurance chômage, retraite, ces réformes sont à faire. Elles sont cruciales pour nous donner la crédibilité nécessaire de faire les investissements dans la transition énergétique qui soient des investissements acceptables, etc. Donc, il va falloir faire ces réformes. Mais je crois que dans la manière de faire ces réformes, il faut tirer les leçons des Gilets jaunes et il faut que le dialogue social soit au cœur de ces réformes, à commencer par la réforme des retraites. Nous avons la chance d'avoir des syndicats, en tout cas au moins un, qui est tout à fait dans l'esprit du dialogue social. Et ça serait une grande erreur de ne pas saisir la main que ces gens-là nous tendent. Voilà, merci beaucoup. Et alors, oui. Bon, il y a des gens de la CFDT dans la salle. Non, si j'ai droit à un mot de conclusion autre que ma comparaison batave, je suis d'accord avec ce qu'a dit Thierry Pech sur l'opportunité de la crise. Je pense qu'il y a une seule difficulté, c'est l'échelle de temps. C'est que le temps de la crise qui est court n'est pas le temps du débat qui est long. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je vais l'illustrer de façon ultra triviale avec le mot programme de CGECO, la bifurcation. Je trouve, là, je vais illustrer par ma vie quotidienne d'aujourd'hui. J'étais à Bourg-en-Bresse, à l'heure du déjeuner, et on est venu en autoroute jusqu'à Lyon. Et à un moment, il y avait une bifurcation de 2 autoroutes. Vous voyez la situation très concrète. On était 5 dans la voiture. Si à ce moment-là, on commence une délibération pour savoir celle des 2 branches qu'il faut prendre, ça va se terminer dans le décor. Et donc, il y a une seule façon, et ça, il faut qu'on apprenne à le faire, c'est quand même d'anticiper plusieurs kilomètres à l'avance la bifurcation. C'est là que Blanchard-Tirole et quelques autres peuvent nous aider. Et autant on est bon dans les crises, autant dans l'anticipation d'un débat long, on a des progrès à faire. Mais merci. Merci d'avoir contribué à ce débat pas si long que ça, mais intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé aussi activement. Et je donne la parole à Pascal Leméraire, qui est le maître de ces lieux. Écoutez, juste 2 mots. D'abord, vous remercier d'avoir été là, avec peut-être des problèmes techniques que vous avez remarqués au début. J'espère que vous me le pardonnerez. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. Et puisqu'il faut anticiper, puisqu'on nous l'a dit, je voudrais anticiper l'année prochaine. Vous allez avoir un sondage, on va vous demander, comme chaque année, qu'est-ce que vous voulez. Je voudrais savoir si vous avez envie de faire des rencontres auteurs, car on me dit, oh, c'est dommage, il n'y a plus de salon du livre aux journées de l'économie, on l'avait mis au départ. Est-ce que vous attendez ça? Est-ce de débattre avec 1 ou 2 économistes en même temps, mais qu'il y ait des lieux un peu plus confidentiels où vous ayez ce genre de discussion?
Et la deuxième chose, puisqu'on veut savoir comment chacun raisonne, moi j'aimerais savoir quels sont vos désirs. Pensez à novembre 2023, dans 1 an, qu'est-ce que vous allez désirer entendre? De quoi vous souhaitez que l'on parle? Et on aura ce dialogue avec Philippe, qui est le président du comité scientifique. Eh bien, je mettrai sur la table, vous allez le recevoir dans 1 semaine, je mettrai sur la table directement les idées que vous proposez. Donc pensez, juste le salon du livre, enfin pas le salon du livre, les rencontres auteurs, et puis le désir, ce que vous attendez en 2023 comme sujet qui, pour vous, doivent être absolument traités au GECO. Voilà, et à bientôt.